Donc, on va commencer. Bonjour tout le monde. Donc, on est rendu au huitième de 9 cours sur l'analyse de signal. Puis, on vous avait dit que ça deviendrait de plus en plus complexe. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on entre dans cette complexité-là avec la connectivité. Ce sont certainement des techniques qui ont été un peu moins utilisées en sommeil comparativement, par exemple, à la détection des fuseaux. Mais c'est quand même un aspect qu'on développe beaucoup au CEAM. Puis il y a toute une équipe même qui travaille sur la rédaction d'un article pour décrire les différentes métriques de connectivité qui existent, puis qu'est-ce qu'elles veulent dire, comment les interpréter. Bon, on va avoir un peu un aperçu de tout ça aujourd'hui avec la présentation de Jean-Marc. Puis un tout petit changement dans l'horaire. Donc, c'est Jean-Marc qui va présenter aujourd'hui à 100%. Puis la semaine prochaine, on va avoir Catherine Duclos qui va poursuivre le cours, qui va terminer donc l'école d'été avec les analyses de connectivité. Donc, je vous disais, c'est un peu plus complexe, mais donc, n'hésitez pas à poser des questions, soit lever la main, soit interrompre directement. Vous avez le droit de le faire. C'est même encouragé. Ou vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat, soit directement à moi ou à tous, puis je vais poser les questions. Je me permettrai d'interrompre Jean-Marc puis de lui poser les questions. Mais je pense que c'est ce qu'on aime avoir un peu des questions. Ou si vous n'êtes pas certain d'avoir compris, juste reformuler dans vos mots pour qu'on puisse bien savoir ce que vous avez compris puis ce que vous ne comprenez pas. Puis, donc, n'hésitez pas. Donc, je laisse la place à Jean-Marc, que vous connaissez déjà, qui a bien contribué à l'école d'été jusqu'à maintenant, puis qui va faire le dessert aujourd'hui avec un cours sur la connectivité. Très bien. Alors, on va continuer dans l'analogie. Après la béchamel, le dessert, c'est normal. Très bien. Donc, Nadia m'a demandé effectivement d'y aller avec cette notion de connectivité fonctionnelle. Et je vais bien sûr m'intéresser avec vous à ce qu'on peut faire avec de l'EEG, parce qu'après tout, la polysomnographie, c'est d'abord de l'EEG entouré d'autres modalités, mais c'est surtout de l'EEG. Cela dit, c'est vrai que la connectivité fonctionnelle existe dans d'autres secteurs et Catherine Duclos, la semaine prochaine, va vous parler d'une façon beaucoup plus éloquente de connectivité, de graphes, sommeil, dans différents contextes. Et je pense qu'elle va réussir certainement où là, moi, j'aurais probablement un peu péché, c'est-à-dire de vous donner des exemples concrets, des choses qui vont complètement vous convaincre. Mais il vaut mieux que ce soit dans cet ordre-là, comme ça va vous tenir jusqu'à la 9e semaine. Donc, c'était pas vraiment pensé comme ça, mais après tout, c'est pas si mal. Merci, d'abord, je veux remercier la flexibilité de Catherine, parce que c'est elle qui, au dernier moment, m'a permis de vous parler pendant les 2 heures, et Catherine prendra effectivement toute la période de la 9e. Alors, je ne veux pas parler de période, parce que pour ancrer, pour situer les choses dans le temps, on va l'avoir, cette coupe. Bon, allez, je continue. Continue. Je sais que c'est enregistré, mais dans 10 ans, on y repensera, on se dira, on l'a raté de peu. Donc, mon plan d'aujourd'hui, c'est d'abord faire une introduction générale de ce qui se passe en ce moment sur la connectivité et le sommeil. Nadia l'a très bien dit, la connectivité existe dans le contexte des neurosciences depuis très longtemps, depuis un certain temps, en tout cas dans l'état d'éveil. Ça fait peu de temps que les gens s'intéressent au sommeil. Bah, soyons justes, les gens se sont intéressés quand même à la connectivité en sommeil il y a quand même pas mal de temps, mais aujourd'hui, c'est vraiment très intense. Il y a vraiment un intérêt soutenu pour aller regarder ce qui se passe au niveau des réseaux qui connectent des régions distales, des régions différentes dans le cerveau, où il y a de l'activité locale. C'est un peu le dessin qui est devant vous. Je n'ai pas mis la source, c'est dommage, parce que ça, c'est une erreur, parce que ça vient d'un article extrêmement intéressant de Francesco Varela, entre autres. Il n'était pas tout seul, mais c'est lui qui, effectivement, est un des premiers à parler de connectivité, de ces deux types d'activités dans le cerveau, l'activité ségrégée, celle qui est locale, celle qui fait l'objet d'ailleurs de l'analyse spectrale d'une certaine façon. On regarde ce qui se passe localement, ce qui est synchrone localement et qui va se produire, se manifester sur un enregistrement d'EEG ou de MEG aussi. C'est cette activité vraiment locale qui regroupe, qui recrute des régions corticales qui se synchronisent et qui se manifeste au niveau d'analyse spectrale dont on a déjà parlé. Et il y a de l'activité intégrée, celle qui vient maintenant coordonner différentes régions et donne finalement peut-être beaucoup plus de sens à l'activité cérébrale. Il y a de l'activité locale, certes,
avec les régions qu'on connaît bien, les régions auditives, les régions visuelles, les régions du langage. Et il y a aussi de l'activité intégrée qui viennent vraiment coordonner toutes ces régions pour donner probablement un peu plus de sens à l'activité cérébrale. Donc c'est ça qui va faire l'objet d'aujourd'hui, c'est ces réseaux de connectivité, même si finalement je m'intéressais plus à quelles sont les métriques, quelles sont les choses qu'on doit calculer, qu'on devrait calculer pour rendre compte de cette connectivité, donc de cette intégration de l'activité cérébrale. Donc on va parler de questions de couplage. J'aurais pu marquer couplage linéaire parce que c'est ça qui va nous intéresser, même s'il y a d'autres façons de faire du couplage à travers dans des séries temporelles. On va parler de cohérence spectrale. Alors, le mot est lancé. Spectrale, ça veut dire qu'on va basculer dans le domaine des fréquences. On va parler des questions de synchronisation. Vous allez voir qu'il y a il y a un chemin en fait logique qui part de ce couplage linéaire pour aller vers cette synchronisation. Et finalement, la synchronisation résolue en temps, c'est-à-dire de parler de la synchronisation, mais du décours temporel de cette synchronisation. Qu'est-ce qui se synchronise et se désynchronise? Ça, c'est des choses beaucoup plus récentes, mais qui font vraiment l'objet du travail de recherche actif en ce moment. Donc voilà. Donc, premier graphe que j'aime bien, qui vient surtout du travail de Stéphane Lorez, qui montre dans ce graphe, sur l'axe de la vigilance, on va dire horizontalement, la arousal, la vigilance, et l'axe vertical de la conscience, comment notre activité, l'activité cérébrale, se répartit de l'état d'éveil à l'état le plus dramatique du coma, où il y a effectivement une perte de conscience et une perte de vigilance totale. Alors, je sais, je peux anticiper tout de suite que Catherine va aussi explorer ce diagramme, ce graphe, dans différents secteurs, parce qu'après tout, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir comment le cerveau, comment l'intégration fonctionnelle se manifeste à ces différents états euh, de, de, vigilance et de conscience dans le fonctionnement du cerveau, en partant de l'état d'éveil et en descendant, en allant vers la somnolence, vers ce cycle intéressant, bien sûr, entre le REM et le non-REM, donc le sommeil dans cette ellipse bleue ici, et puis bien sûr d'autres états qui sont un peu plus pathologiques. Je vais vous parler aussi de somnolence. Euh, Catherine parlera certainement de l'anesthésie, donc d'autres états qui sont autour, et toujours sous l'angle de la connectivité. Qu'est-ce qui se manifeste sous l'angle de la connectivité? Donc le cerveau qui dort, c'est celui qui nous intéresse, c'est aussi un cerveau qui traite de l'information. On a une valeur cognitive, bien sûr, à ce cerveau qui passe du temps dans ce cycle avec le REM et le non-REM, qui traite de l'information en utilisant, et c'est ça qui va faire l'objet des métriques qu'on va mettre en place, en utilisant des réseaux fonctionnels. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'ils sont reconfigurables dynamiquement. Autrement dit, ils ne sont pas là d'une façon pérenne, ils peuvent disparaître, revenir, et il y a un aspect dynamique maintenant auquel on s'intéresse sur ces réseaux fonctionnels, ces réseaux de connectivité. J'essaie de contrôler bien sûr la souris, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc, désolé pour ces diapositives qui sont aussi en anglais. Ça va alterner anglais-français, mais il y aura plus de français que d'anglais, tout simplement parce qu'il y a du recyclage qui est derrière, j'imagine. Donc, ce traitement de l'information par le cerveau, je l'ai déjà introduit, mais maintenant, on va mettre un petit peu plus de notions sur la notion d'activité ségrégée. Donc, ce sont tous ces mécanismes qui font du traitement de l'information plutôt local, très spécialisé, et qui se manifestent, et c'est ça qui est écrit en gris ici, par de la synchronisation rythmique locale, donc tous ces modes d'oscillation qui peuvent arriver localement, qui regroupent bien sûr, qui recrutent une certaine masse neurale, pour que ça fasse vraiment quelque chose qui ait du sens, et qu'on peut quantifier sur le scalp, par exemple, par la puissance spectrale et le couplage local. Alors le couplage local, rappelez-vous, quand on a parlé de la détection des ondes lentes, à la toute fin, je vous ai parlé du couplage qui existe entre les ondes lentes et les fuseaux avec les ripples, donc des hautes fréquences. Donc il y a effectivement ce couplage local qu'on peut aussi mesurer et qui manifeste ce traitement de l'information, encore une fois, dans une région particulière. Donc ça, c'est pour la ségrégation. L'intégration, c'est donc de voir maintenant, encore une fois,
cette activité ségrégée s'organisait sur des réseaux fonctionnels, des réseaux de connectivité. Donc, ces régions se parlent entre elles. Et là, bien sûr, il y a au moins trois secteurs qui nous intéresseraient, qui pourraient nous intéresser. Il y a le secteur anatomique, donc autrement dit, les fibres de matière blanche, par exemple, qui connectent ces régions corticales et qui mettent effectivement en relation, en interrelation différentes régions. Il y a aussi l'aspect, et bien sûr cet aspect anatomique ne va pas nous intéresser ici aujourd'hui. Ça pourrait être certainement très intéressant de faire parler des gens qui sont intéressés au support anatomique de certains grapho-éléments du sommeil comme les fuseaux. Il y a eu des travaux qui ont été faits au CERMS à ce propos, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment mon propos. Mon propos va être beaucoup plus sur l'aspect fonctionnel de l'intégration. Autrement dit, la connectivité qui est vue comme un mécanisme fonctionnel pour traiter de l'information et aussi transférer l'information pour faire un traitement global dans le cerveau, global à travers des régions qui sont sollicitées et qui sont en communication par ce réseau fonctionnel. Alors, on peut décliner deux aspects. Il y a deux types d'intégration fonctionnelle. Il y a celle qui est effectivement la connectivité fonctionnelle, qui traite, et c'est celle-là dont on va parler essentiellement aujourd'hui, de l'interaction statistique entre des régions distales, distantes, et qui, encore une fois, proviennent de l'activité locale au nœud, disons, de ce réseau. Donc ça, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment aller chercher, quantifier, aller chercher cette interaction statistique. Mais il y a aussi un autre type d'interaction qui est un peu plus élaboré, plus difficile à aller chercher, qui est un peu plus gourmand en données, qui est l'interaction effective et qui, elle, va chercher aussi à expliquer qui drive qui, pour parler en latin. Quelles sont les régions qui sollicitent les autres? Autrement dit, une interaction causale entre les régions qui sont au sein d'un réseau fonctionnel, mais savoir maintenant quelles sont les régions qui sont effectivement les plus pertinentes, si on veut, ou celles qui vont vraiment coordonner le reste des régions qui participent à l'activité intégrée. Alors, on n'en parlera pas, peut-être que, c'est sûr, même Catherine va vous en parler, parce elle avait des données qui permettaient de le faire dans certaines situations. C'est un peu plus élaboré, ça mériterait même un cours en soi. D'ailleurs, Catherine va vous donner des éléments de réponse à ce niveau-là. Moi, je vais m'intéresser aujourd'hui à l'activité fonctionnelle, de la connectivité des réseaux sans aller chercher à savoir s'il y a une direction privilégiée entre une région et une autre dans cette coordination. Alors, quels sont les outils dont on dispose et qui existent dans la littérature? Il en existe beaucoup. Je vais faire un tri très... Je ne dirais pas il est partial, il est plutôt orienté avec une certaine logique, comme vous allez le voir. Et aussi, c'est des métriques qu'on retrouve, je dirais, à 90%, peut-être même plus, dans la littérature. Alors, j'ai déjà parlé des métriques qui permettent d'aller chercher l'activité ségrégée par la puissance spectrale, le couplage, amplitude, phase. Ça, j'en ai parlé dans le cours qui portait sur la détection des ondes lentes, parce qu'on a parlé du couplage entre les fuseaux et les ondes lentes. Donc ça, c'est quelque chose de très ségrégué, de local. Dans les métriques qui permettent de parler de l'intégration fonctionnelle, on va parler surtout de ça aujourd'hui, eh bien, il y a la corrélation croisée de Pearson. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà rencontré dans d'autres circonstances. C'est une métrique extrêmement classique dans l'analyse bivariée. On va parler ensuite de la cohérence et de la cohérence imaginaire. Ne pensez pas que c'est quelque chose de complètement inventé. Le côté imaginaire vient des mathématiciens, et vous allez voir pourquoi. Et finalement, on va parler de la synchronisation de phase, la PLV, la PLI, la WPLI. Alors, tout ce vocabulaire, tous ces acronymes vont avoir du sens à la fin de ce cours. Et je vais mettre aussi l'accent sur certaines métriques qui sont plus appropriées que d'autres. Ce dont je ne parlerai pas, c'est des métriques un peu plus générales, celles qui sont non linéaires. Elles sont présentes dans la littérature. Elles le sont un peu moins parce qu'en général, elles demandent un peu plus de données parce qu'on va chercher des aspects non linéaires justement dans ces couplages. Elles ont un certain intérêt, mais encore une fois, elles demandent à avoir suffisamment de données pour pouvoir aller les chercher d'une façon tangible. Du côté effectif, j'ai marqué phase slope index, mais en fait, il y a bien plus que ça. Il y a la causalité de Granger aussi, il y a énormément de métriques. Et là, encore une fois, je laisserai le soin à Catherine de vous en parler avec beaucoup plus d'intelligence que je pourrais l'en faire aujourd'hui. Alors, plantons le décor.
ici, vous avez deux signaux qui sont très similaires, mais qui représentent 6 secondes, ça va de -3 à 3 secondes, il y a le zéro qui est au centre, parce que ce zéro ici, eh bien, vous avez une onde, c'est deux signaux de simulation, entre parenthèses, mais qui simulent d'une façon assez réaliste ce que pourrait être une onde lente, mesurée par exemple sur deux dérivations, deux canaux EEG. Alors en fait, le propos, vous allez voir, je vais sortir de l'EEG de temps en temps, donc ça c'est deux signaux, pour moi c'est deux séries temporelles, où il se passe quelque chose autour de zéro. Il y a aussi du bruit qui a été ajouté, c'est un bruit suffisamment réaliste pour que ça puisse être confondant, disons, pour quelqu'un qui lirait ce signal. Il pourrait y voir finalement quelque chose qui est assez semblable à du signal électrophysiologique, c'est un bruit en 1 sur F. Vous avez aussi, au-dessus de l'onde d'onde, vous voyez une bouffée de sigma, pour être vraiment très réaliste. J'ai même collé un fuseau artificiel sur cette onde d'onde. En fait, le propos, le but ici, c'est d'établir une correspondance entre ces deux signaux. Deux dérivations, deux points de mesure, deux séries temporelles, et je veux quantifier, c'est la première question, quantifier la covariation. Est-ce qu'il existe une covariation entre ces deux signaux? Covariation voulant dire, s'il y a un signal qui va dans une direction, est-ce qu'ailleurs, sur une autre dérivation, je vois le signal le suivre ou aller à l'opposé? Donc, autrement dit, est-ce qu'il y a une variation qui est coordonnée entre ces deux canaux ou ces deux signaux? Malgré, et là la nuance est importante, la présence d'un décalage, d'un délai entre les deux signaux. Vous ne le voyez pas vraiment à l'œil, mais il existe ici un décalage, un léger décalage dans le temps entre ces deux dérivations. Je ne me souviens plus de combien j'ai pu mettre. Vous allez voir tout à l'heure quand on va faire, je vais vous montrer des simulations, mais il y a une centaine de millisecondes qui pourraient être effectivement se décaler de l'onde lente. Autrement dit, l'onde lente sur une dérivation pourrait être plus précoce que l'onde lente vue sur une autre dérivation. Malgré tout, on veut quand même quantifier cette covariation indépendamment de ce délai qui existerait. Donc ça, c'est la notion de couplage. Est-ce qu'il existe un couplage finalement entre ces deux canaux? Deuxième question, comment quantifier l'interdépendance de ces deux signaux causés par la présence d'une oscillation commune? Alors, vous remarquerez bien que ça semble un petit peu compliqué, c'est parce que j'ai voulu mettre le mot quantifier, j'ai voulu mettre le mot interdépendance, donc cette covariation, encore une fois, mais j'ai voulu surtout mettre qu'il y avait une oscillation commune, autrement dit, la question d'une oscillation, c'est directement relié à une fréquence. Donc là, d'un seul coup, on bascule dans le domaine spectral. Je veux voir si le fait qu'il y ait une oscillation, donc une fréquence qui est partagée par ces deux canaux, je veux pouvoir être beaucoup plus spécifique sur la cohérence, et le mot est important ici, entre ces deux canaux vis-à-vis de cette fréquence commune entre ces deux canaux. Donc c'est un petit peu plus élaboré que la question précédente. Je veux pas savoir s'ils sont couplés, d'une façon générale, d'une façon temporelle. Je veux aussi savoir s'il y a une cohérence spectrale entre les deux canaux à une fréquence particulière. Puis finalement, la dernière question, c'est comment tenir compte d'un délai stable entre ces deux canaux? Autrement dit, là, c'est la question de la synchronisation. Je veux savoir s'il y a un délai reproductible à travers un ensemble d'exemples de ce type d'oscillation. Donc là, je vais avoir besoin, et d'ailleurs j'en aurai aussi besoin dans la notion de cohérence, je vais avoir besoin de plusieurs exemplaires de ces deux événements qui existent, qui se produisent sur les deux canaux, et à partir de ces exemplaires, de ces trials, si on veut parler en latin, je veux savoir s'il y a une synchronisation, quelque chose de synchrone entre ces deux canaux. Remarquez bien que la synchronisation, c'est vraiment une question de délai. Je veux savoir s'il y a un délai stable sur quelque chose qui les rejoint, qui les rassemble. Donc voilà les trois types de questions: couplage, cohérence, synchronisation, entre deux signaux, entre deux canaux, entre deux régions corticales, parce que je pourrais très bien aussi regarder ces signaux au niveau même du cortex. Donc, ces questions se déclinent dans différents domaines, mais c'est toujours la même question qu'on va aborder sous ces trois angles. Très bien, alors, pour ceux qui me connaissent, et vous me connaissez pratiquement tous, vous savez que je vais vous abreuver d'équations, mais je vais surtout vous donner des équations en les décortiquant, hein, parce qu'après tout, le titre de cet atelier, c'est Analyse du signal, donc il faut quand même se donner les outils méthodologiques pour analyser. Et le premier outil que je vous propose ici, c'est ce couplage que vous connaissez déjà, que vous manipulez.
cette corrélation croisée. Donc encore une fois, le décor, c'est j'ai deux canaux, encore une fois pour fixer les idées, les deux signaux que vous avez vus tout à l'heure, mesurés par exemple sur LZ et CZ, donc disposer de ces séries temporelles, x de t et y de t. Petit t ici, c'est le temps, 1, 2, etc., le nombre d'échantillons que j'ai à ma disposition, grand T. La première chose évidente, c'est la notation d'un délai. Autrement dit, le paramètre taux que vous voyez ici, qui est en rouge, pour moi, c'est un paramètre de délai. Si je l'introduis à l'intérieur de l'argument de y, par exemple, donc y de t moins taux, tout simplement être confiant avec ce qui est écrit ici, c'est simplement un retard que j'écris. Un retard ou une avance, d'ailleurs, ça dépend du signe de taux. Donc le paramètre taux, effectivement, qui a les unités de temps, c'est un délai, manifeste tout simplement un délai. La façon de s'en convaincre, si vraiment il y avait des sceptiques dans la, j'allais dire dans la salle, mais dans le Zoom, on va dire, y de 1, c'est la valeur que va prendre ce signal, y de t moins taux, lorsque t est égal à 1 plus taux. Autrement dit, je vois bien qu'il faut que j'attende taux secondes pour avoir le signal que j'aurais obtenu s'il y avait pas eu ce délai. Donc c'est un délai, c'est un retard ici, si taux est positif. Et inversement, si taux est négatif, eh bien c'est une avance. Donc, toujours est-il que ce paramètre permet de translater le signal, mais en fait introduit simplement un délai dans le signal pour aller le mesurer. Une fois qu'on sait ça, eh bien, la corrélation croisée, paramétrée par un délai, c'est la définition que vous avez en dessous, c'est simplement ce produit croisé entre le signal X, que je tiens en main, et le signal Y que je me permets de translater, d'introduire un délai de taux. Et le produit que je fais, c'est bien sûr la corrélation. C'est la corrélation habituelle entre ces deux signaux. Donc cette quantité, on a un nombre à la fin. Quand on fait ce calcul, on a un nombre, un chiffre. Et ce chiffre, bien sûr, dépend de taux. Vous choisissez ce délai, ça vous donne un chiffre. Vous choisissez un autre délai, ça vous donne un autre chiffre. Donc c'est la covariation entre les deux canaux. Ça calibre cette covariation. C'est un chiffre qui vous donne cette covariation. Ce chiffre, d'ailleurs, peut avoir un signe. Si ça a un signe négatif, ça veut dire simplement que, et si c'est bien sûr significativement différent de 0, ça veut dire que cette covariation essaye d'être à l'inverse. C'est-à-dire que si x va dans le positif, eh bien y va essayer, au délai près bien sûr, aller dans le sens négatif. Donc, avoir une opposition de phase, si vous préférez. Donc ce nombre ici, qui a un signe, qui a une grandeur, et son amplitude va vous donner, va calibrer cette covariation, eh bien vous pouvez le calculer pour tous les délais possibles dans votre série temporelle. Alors il y a un délai bien particulier, c'est celui qui est égal à 0. Et en général, la notation, c'est le sigma xy, c'est le coefficient de corrélation de Pearson habituel. Alors vous l'avez peut-être déjà vu avec peut-être la moyenne qui a été soustraite dans x et dans y. Ici, je me permets de sortir la moyenne de cette définition, mais je pourrais très bien recentrer mes signaux en ajoutant ou en soustrayant la moyenne de x pour x et la moyenne de y pour y, mais ça reviendrait tout à fait au même. Donc on va garder simplement cette définition parce qu'elle va nous être utile, où effectivement, pour n'importe quel délai, et en particulier les délais nuls, qui est encore une fois la corrélation de Pearson, ça vous donne la covariation, cette quantité vous donne la covariation de x et de y. Alors, pour illustrer les choses, je vous remets ici en perspective x et y, ce sont les deux signaux qui sont en bleu. Et le y étoile, eh bien pour ceux qui font par exemple du GLM, ils savent très bien ce que c'est de régresser un signal par rapport à un autre. Autrement dit, le y étoile que je vous ai écrit ici, cette formule que vous voyez ici, c'est le y étoile que je peux construire à partir de x en allant chercher justement ce coefficient de covariation à délai nul ici, le sigma xy. Ça, c'est l'estimateur l'estimateur linéaire de y connaissant effectivement ce coefficient de corrélation entre x et y. C'est exactement ce coefficient que vous calculez si vous faites un GLM, si vous faites une régression linéaire d'un signal par rapport à un autre. Le bêta, des fois vous l'appelez le bêta, eh bien c'est ce coefficient qui vous dit combien x est important pour pouvoir expliquer y, tout simplement. Si ce coefficient sigma xy que j'ai mis ici en rouge était nul, eh bien sûr, j'aurais certainement une estimation très pauvre de y à partir de x. Il n'y aurait rien à dire pour y à partir de x.
Ce qui est écrit en gris pâle, c'est tous les autres termes dont j'ai besoin pour vraiment écrire cette estimation Y étoile. Et vous voyez que ça fait intervenir des moyennes. Je peux bien sûr toujours faire l'hypothèse que la moyenne est nulle en recentrant mes signaux s'il le fallait. Et puis, il y a le sigma XX qui calibre un petit peu l'estimateur, tout simplement pour tenir compte de l'intensité, de la variance de X lui-même. Mais le vrai couplage ici, c'est celui qui porte l'information de X et de Y conjointement, c'est le fameux sigma XY, le fameux coefficient de corrélation de Pearson. Alors, en noir, vous avez effectivement le signal que cela construit. Ce n'est pas exactement le signal Y, évidemment, mais c'est une estimation de Y à partir de X. Donc, plus ce coefficient sigma XY est grand, plus forte est la relation linéaire entre X et Y. Donc, c'est vraiment une mesure de couplage. Vous avez ici une mesure qui est la plus simple que vous puissiez imaginer. C'est un couplage linéaire, ça c'est important parce qu'effectivement, il existe dans la littérature en ce moment des couplages non linéaires, ils sont un petit peu plus difficiles à manipuler, ils ne sont pas forcément non plus euh, forcément nécessaires pour comprendre l'activité intégrée du cerveau, mais si c'était nécessaire, on pourrait aller chercher effectivement des notions un peu plus élaborées sur ce couplage. Encore une fois, aujourd'hui, on va se limiter à ce couplage linéaire, encore une fois, qui fait partie du domaine classique, je dirais, de l'analyse statistique des signaux, l'analyse bivariée. Donc c'est ça qui va nous permettre de parler de connectivité entre ces deux canaux où j'ai mesuré X et Y. Alors ce coefficient de corrélation de Pearson, dont on vient de parler, c'est la quantité justement qui est utilisée, là je vais faire une petite incursion en IRM fonctionnel, c'est la quantité qui est utilisée en IRM fonctionnel pour calculer la relation linéaire entre les voxels, donc on est dans le volume cérébral, l'IRM fonctionnel vous permet d'explorer le volume global, total du cerveau. La neuroimagerie fonctionnelle du BOLD, c'est cette neuroimagerie qui permet d'identifier des réseaux de connectivité à partir de ce signal BOLD. Alors, encore une fois, on pourrait faire tout un cours sur le BOLD. Donc, le signal, c'est la signature hémodynamique, donc la réponse hémodynamique de l'activité cérébrale, donc le fait que le cerveau soit vascularisé, qu'il y a une réponse locale, une demande locale en oxygène via le réseau vasculaire. Donc, c'est la signature hémodynamique du métabolisme local, donc le fait de consommer de l'oxygène dans le cerveau fonctionnel. Donc, c'est une signature un peu indirecte, bien sûr. Il y a toujours un débat qui existe entre le fait que vous voyez directement ou indirectement l'activité cérébrale. Le BOL, c'est une signature indirecte, mais qui est extrêmement éloquente et qui permet de répondre à pas mal de questions fonctionnelles sur l'activité cérébrale. Donc, la question qui peut se poser, et qui a été posée il y a quand même un certain temps avec ce signal BOL, c'est de savoir qui covarie avec qui. Quels sont les voxels qui covarient avec les autres voxels. Donc c'est ça qui a donné, en fait, il faut dire ce qu'il y a, qui a mis à la table à la connectivité fonctionnelle cérébrale, ça a été effectivement avec ce signal BOL. Je vous le résume ici en quelques mots, mais Catherine va aussi revenir là-dessus dans une semaine. Donc la connectivité fonctionnelle, c'était effectivement d'aller chercher deux voxels dans la matière cérébrale, d'aller chercher la réponse hémodynamique, le signal BOLD, dont vous avez deux exemples ici d'une façon très schématique, en pointillé bleu et en orange, et de savoir quelle est la relation linéaire qui existe entre ces deux signaux, d'aller chercher finalement tout simplement la corrélation de Pearson. Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie d'aller chercher une région particulière et de voir quelles sont les autres régions qui covarient avec cette région que vous avez sélectionnée. Ça, c'est ce qu'on appelle le seed-based correlation, donc avec vraiment une région ciblée. Vous pouvez faire de l'analyse en composantes indépendantes. Ça, j'en parlerai pas, mais c'est une autre option, donc de prendre tous vos décours temporels et d'aller chercher quelles sont les régions qui sont indépendantes statistiquement entre elles. Il y a la théorie des graphes, et là, c'est effectivement le cours de Catherine qui va vous donner beaucoup plus de détails, comment passer de cette parcellisation, en particulier du cortex, d'aller chercher l'activité corticale, d'aller regarder cette matrice qui indique quelles sont, et la matrice que vous voyez ici, c'est essentiellement les coefficients de corrélation de Pearson qui sont mis dans cette matrice, donc une région avec une autre région, quel est le coefficient de corrélation,
et ensuite d'aller chercher quel est le graphe de connectivité. Donc, il y a tout un chemin qui n'est quand même pas évident d'aller chercher finalement les réseaux qui traduisent cette matrice que vous voyez ici, une matrice de corrélation, la FC matrice, et qui, avec bien sûr des tests statistiques, et là j'en parlerai à toute fin, sans vraiment élaborer, mais il y a bien sûr des comparaisons multiples qui doivent être prises en compte et qui peuvent être dramatiques parce que vous avez énormément de degrés de liberté dans cette matrice de corrélation, mais finalement, si statistiquement vous avez des liens, autrement dit des points dans cette matrice qui restent significatifs, eh bien ça vous donne des graphes de connectivité, puisque chaque pixel de cette matrice, chaque élément de cette matrice indique la relation d'un point avec un autre. Finalement, Jean-Marc, oui, est-ce que c'est un bon moment pour t'interrompre et Roger qui a une question? bien sûr. Euh, Jean-Marc, il y a des a priori, puis je sais pas comment c'est tenu en compte, soit en imagerie, soit en EEG, là. Par exemple, que les tissus que dont on associe l'activité, qu'elle soit hémodynamique ou électrique, que ces tissus-là sont comparables. On peut s'imaginer que les résistances sont différentes, que les vaisseaux sanguins expriment pas une capacitance, que toute chose étant égale par ailleurs. Puis c'est pas nécessairement vrai, j'imagine, même on le sait. Bon, bah, alors, du côté de l'IRM fonctionnel, la question porte sur la réponse hémodynamique canonique. Autrement dit, si j'ai de l'activité cérébrale quelque part dans un voxel, quelle est la réponse hémodynamique à laquelle je dois m'attendre? Et aujourd'hui, on pense, non, on fait l'hypothèse, je dirais plutôt, que cette réponse hémodynamique est la même partout dans le cerveau, ce qui est bien sûr une approximation très grossière. Alors, les seuls que je connaisse qui font un tout petit peu, qui font des nuances, qui vont aller chercher à modéliser la réponse hémodynamique différenciée, disons, dans le cerveau, ce sont certains groupes qui travaillent en épilepsie. Parce que pour eux, c'est vraiment important de bien focaliser, d'avoir vraiment une trace tangible de ce qu'ils ont pu mesurer dans l'EEG, où ils ont vu leur pointe épileptique se manifester, et d'avoir vraiment la bonne réponse hémodynamique pour aller cibler dans l'IRM les régions qui sont effectivement responsables de cette pointe. Donc, eux font attention à cette réponse hémodynamique et de ne pas en faire l'hypothèse qu'elle est uniforme dans tout le cerveau, ce qui est bien sûr faux. En EEG, alors là, disons que l'histoire des tissus, la conductivité, etc., ça, on en prend compte parce que quand on fait le problème inverse, c'est-à-dire qu'on part de l'EEG, du scalp, et qu'on ramène l'activité au niveau du cortex, normalement, le problème direct qui consiste à faire le problème inverse qui part du cerveau vers l'EEG, et ça c'est un problème d'électromagnétisme, lui, il essaye de tenir compte de la conductivité différente de chacun des tissus. D'abord, tous les tissus on essaye de segmenter les différents tissus pour modéliser l'anatomie du cerveau, et d'un point de vue électrique, et même électromagnétique, on modélise localement la conductivité de chacun des tissus. Donc ça, c'est pris en compte normalement. Mais c'est vrai que pendant un certain temps, la petite parenthèse, on faisait de graves erreurs parce que cette conductivité était mesurée sur des cadavres. Et on s'est aperçu, oh miracle, que la conductivité était légèrement différente in vivo. Alors aujourd'hui, on fait attention. Mais au départ, l'intention était bonne, c'était de bien prendre en compte effectivement la conductivité différente. Donc, on peut prendre en considération un ensemble de facteurs assez différents comme l'épaisseur des couches corticales qui peut varier d'un lobe à l'autre, la densité. Absolument. En EEG, oui, à condition d'avoir l'IRM anatomique de l'individu et on a tous les outils pour segmenter les différents tissus. Alors effectivement, on tiendra compte effectivement de l'organisation anatomique des tissus de chez l'individu. OK. Merci. Alors intervenez, hein, n'attendez pas ne laissez pas à Nadia l'odieux de m'interrompre. Donc, le dernier point ici, c'est la connectivité fonctionnelle dynamique. Donc, effectivement, aujourd'hui, on essaye d'avoir cette matrice que vous voyez juste au-dessus, la FC matrix, de l'avoir aussi dynamiquement. Alors, il y a des enjeux, bien sûr, de données encore, parce qu'il faut pouvoir estimer d'une façon robuste cette matrice pour en avoir une signature au cours du temps. Mais c'est essentiellement ce que les gens veulent voir aujourd'hui, veulent faire. Et encore une fois,
probablement que Catherine élaborera un peu mieux que moi sur ce sujet. Pour continuer sur l'IRM, parce qu'il faut quand même en parler, qui covarie avec qui? Il y a eu des travaux qui datent maintenant de une bonne dizaine d'années, bien sûr, pour identifier des réseaux du resting state. Alors, je le dis en latin aussi, parce que c'est comme ça que vous allez le voir dans la littérature, mais l'état de repos. Mais attention, l'état de repos à l'éveil. Alors, bien sûr, ça m'a toujours inquiété de savoir quel était l'état de repos au réveil, parce que c'est loin d'avoir une définition parfaite. Et en général, on peut même dire que les gens qui ont fait des expériences de l'état de repos à l'éveil mettaient des sujets dans l'IRM. Finalement, probablement que le sujet s'endormait quelque part, où il y avait peut-être de l'assouplissement prononcé. Bref, toujours est-il qu'il y a quand même eu un travail de fond important pour identifier des réseaux qui existent, des réseaux canoniques qui existent à l'état de repos. Et c'est ce que vous avez ici sur ce tableau. Donc, il y en a à peu près 4, peut-être un peu plus si on subdivise certains réseaux. Il y a le mode par défaut, celui qui persiste, qui est là toujours, mais qui va être modulé en activité, étant donné l'activité, la tâche que vous allez solliciter chez l'individu. Le réseau attentionnel, je ne vous fais pas la liste des régions qui sont impliquées, vous l'avez ici. Vous avez le réseau sensoriel, mais lui pourrait se subdiviser, le réseau somatosensoriel, le réseau auditif, visuel, donc il pourrait y avoir dans la littérature une subdivision de ce troisième réseau, et puis le réseau du contrôle exécutif qui est là aussi. Donc voilà les réseaux canoniques qui existent effectivement à l'état d'éveil, au repos. Ce travail de 2009 est intéressant. C'est un des premiers travaux, parmi les premiers travaux qui regardent s'il y a une correspondance entre ces réseaux à l'état d'éveil et des réseaux au début du sommeil. Donc, ils sont allés regarder le sommeil lent léger, donc vraiment le début du sommeil, et de voir si les réseaux de connectivité, encore une fois, je vous rappelle que derrière les régions qui sont identifiées ici, ces régions partagent tout simplement de la covariation mesurable par ce fameux coefficient de corrélation de Pearson. C'est ça qui est derrière ça. Donc vous avez ici, et l'exemple, la publication est éloquente à ce niveau-là, vous voyez que les réseaux contrôle exécutif, le mode par défaut, le réseau attentionnel, que vous pouvez identifier à l'état d'éveil, à l'état de repos, eh bien, se reproduisent d'une façon assez éloquente, d'une façon assez claire, dans le sommeil, au début du sommeil. Donc on est vraiment en sommeil lent léger, donc ils regardaient seulement le début du sommeil pour voir si ces réseaux persistaient chez les individus. Donc ça, c'est un travail de 2009. Alors depuis, il y a eu d'autres travaux. Je vais continuer un tout petit peu sur les travaux en IRM, mais je vais bientôt les quitter. Les gens, là vous avez toute une série de travaux, Koike, Deco, Gustavo Deco, un travail extrêmement intéressant, Wanatabe et Kung, 2019, donc même des travaux assez récents, pour essayer de regarder comment ces réseaux se comportent au cours du sommeil. Donc pas seulement à l'entrée du sommeil, mais aussi au cours du sommeil. Et là, vous avez ce travail de Koike en 2011 pour montrer que le mode par défaut, ce réseau de mode par défaut, qui est là d'une façon très persistante à l'état de repos, eh bien, au cours du sommeil, et en particulier dans le cycle REM, non-REM, donc le non-REM 1-2, non-REM 3, donc le sommeil lent profond, le REM, eh bien, ce réseau existe, mais d'une façon plus ou moins intègre. Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais effectivement, ce réseau, il se rétablit d'une façon un peu plus prononcée pendant le REM, ce qui est intéressant. Il se dissocie, mais persiste à être là quand même dans le sommeil profond. Donc il y a effectivement cette dynamique. Là, on commence à rentrer sur la dynamique des réseaux et comment ces réseaux persistent et restent intègres au cours du sommeil. Ils ne restent pas intègres, mais ils participent quand même à l'activité cérébrale. Plus proche de nous, le travail de Véronique Dano, c'est un travail qui date depuis quelques années d'ailleurs. J'ai même participé à la prise de données. J'étais déjà dans la cohorte des vieux, malheureusement, mais j'ai quand même, il y a 10 ans, participé à cette prise de données qui consistait à regarder ici comment la connectivité changeait entre les jeunes et les personnes âgées.
partant de l'éveil vers le sommeil, sommeil non-REM, parce que le REM, effectivement, était un peu plus difficile, même impossible à acquérir dans ces cohortes. Le sommeil ne durait pas assez longtemps dans l'IRM fonctionnel, c'était un enjeu de dormir dans un IRM, entre parenthèses. Donc, je ne vais pas élaborer trop. Encore une fois, c'est un travail qui existe pour montrer, encore une fois, que dynamiquement, mais à l'échelle simplement des stades et l'éveil juste avant l'endormissement, eh bien, dynamiquement, il y a une reconfiguration de l'activité intégrée de ces réseaux. Et un des résultats de Véronique, c'était de montrer que avec le vieillissement, on a plutôt tendance à garder des réseaux connectés. Donc, la déconnexion du réseau ne se fait pas autant que chez la population jeune. Ça, c'est intéressant parce que quelque part, on peut garder ça en mémoire, c'est cette notion de flexibilité des réseaux, les réseaux de connectivité qui ont une agilité à se déconnecter, à se reconnecter, et qui peut-être seraient perdus avec le vieillissement. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais déjà, ce travail en IRM fonctionnel mettait un tout petit peu la table pour cette notion de flexibilité des réseaux dynamiques. Très bien, maintenant qu'on a fait un petit peu l'inventaire de ce qui existe, un inventaire très, très rudimentaire, entre parenthèses, qui n'est pas du tout exhaustif de ce qui se passe en IRM fonctionnel et sommeil, il y a beaucoup de travaux qui se font. Je vais revenir à des choses un petit peu proches de nous, de la polysomnographie, je dirais, de l'EEG. Donc le BOLD est un signal basse fréquence. Ça, c'est la première chose. Tout à l'heure, avec la question de Roger Godbout, on l'a un peu évoqué. Hein, la réponse hémodynamique, c'est une réponse basse fréquence, mais qui est causée par l'activité large spectre de l'activité cérébrale, l'activité électrophysiologique. Et en fait, ça a été démontré aussi que c'était même l'activité haute fréquence de la physiologie, l'électrophysiologie locale qui produisait cette réponse BOLD. Et néanmoins, la réponse BOLD, celle avec laquelle on fait les réseaux de connectivité qu'on a vu tout à l'heure, cette réponse BOLD est basse fréquence. Donc, on n'a pas vraiment à se poser la question de quelles sont les fréquences qui participent à ces réseaux. C'est vraiment très basse fréquence, avec une fréquence bien, bien spécifique. Ce signal BOLD ne permet pas d'aller chercher l'aspect spectral de la connectivité. Par contre, si on passe à l'EEG, on a un spectre beaucoup plus large devant nous, on a beaucoup plus de fréquences à notre disposition. Donc, on peut se poser la question de savoir quelles sont les fréquences, quels sont les modes d'oscillation qui participent réellement à la relation de couplage entre deux points de mesure. Par exemple, entre deux canaux EEG, si on reste sur le scalp, ou bien, la question de Roger Godbout tout à l'heure a posé un peu la table, ou bien entre deux sources corticales que j'aurais pu obtenir à partir de mes mesures de scalp, bien sûr au prix de résoudre le problème inverse, c'est-à-dire d'aller chercher les générateurs corticaux de l'activité mesurable sur le scalp. Alors les deux situations peuvent se présenter. On peut rester bien sûr au niveau du scalp, à savoir quelle est la connectivité entre les canaux EEG eux-mêmes, mais je peux aussi avoir la prétention d'aller chercher cette connectivité au niveau des sources. Alors, puisqu'on parle de fréquence, il faut forcément retourner dans le domaine spectral, dans le domaine de Fourier. Il n'y a pas vraiment le choix, donc je vous rappelle ici ce avec quoi je vous ai persécuté il y a quelques semaines, donc l'analyse spectrale des signaux. C'est l'idée, effectivement, que derrière tout décours temporel, vous en avez deux ici, parce que j'ai besoin de deux décours temporels pour faire de la connectivité, donc derrière tout décours temporel se cache une analyse spectrale que je peux faire, qui consiste à aller chercher ces modes de fréquence, ces modes de Fourier, les X chapeaux. À chaque fois qu'il y a un chapeau, ça veut dire qu'on est dans le domaine de Fourier. Je rappelle que F, c'est bien sûr une fréquence, c'est en Hertz, et avec tous les modes de Fourier que je peux calculer par cette analyse spectrale, je vous rappelle que je peux reconstruire le signal temporel. Je peux recombiner ces modes spectraux pour reconstruire le signal temporel avec lequel je suis parti. Alors les modes spectraux, les X chapeaux ou Y chapeaux, vous voyez que c'est exactement la même écriture. Il y a deux quantités qui vont nous intéresser, et là, cette fois-ci, c'est vraiment ces deux quantités qui portent une information importante du point de vue de la connectivité. Il y a l'amplitude spectrale, c'est en général ce qu'on montre lorsqu'on parle de Fourier, on montre ce que vous avez ici à droite, l'amplitude verticale, l'intensité pour chaque fréquence, le AX de F, ça c'est l'amplitude spectrale de mon mode de Fourier. Ce qu'on ne vous montre jamais, parce que ça n'a pas un intérêt immédiat, c'est la phase.
Et cette phase ici, je vous rappelle qu'elle encode le délai du mode de Fourier les uns par rapport aux autres. Si vous voulez voir comment cette phase est sensible, il suffit que vous téléphoniez à quelqu'un de très très lointain, il va y avoir une distorsion dans le signal auditif que vous allez entendre, tout simplement parce que, à travers tous les filtres entre votre interlocuteur et vous, ce que vous allez entendre, eh bien, il y a plein de filtres qui vont faire. Et les filtres, rappelez-vous, David vous en a parlé, ces filtres vont essayer de pas trop toucher à cette phase spectrale de toutes les fréquences qui composent le signal sonore que vous allez recevoir. Malheureusement, il peut y avoir un peu de distorsion, autrement dit, cette phase peut être altérée et d'un seul coup, les oscillations, les fréquences vont être décalées les unes par rapport aux autres et c'est ça qui vous donne de la distorsion lorsque vous parlez à votre ami qui est en Chine, par exemple, et que vous entendez mal, pas parce qu'il parle chinois, mais parce qu'il y a de la distorsion. Donc cette distorsion elle est très importante. Faut la ménager, cette phase, et c'est une quantité extrêmement subtile. Et en fait, c'est elle qui va plus nous intéresser dans le cours d'aujourd'hui. Alors, la formule que vous avez ici, il y a un petit chemin à faire que je ne ferai certainement pas avec vous, qui part de cette fameuse corrélation croisée que je vous ai introduite au tout début du cours, et en particulier celle qui consistait à mettre le délai taux, le paramètre taux que vous avez ici, égal à 0, qui était la corrélation de Pearson. Je peux reprendre cette formule de corrélation croisée qui s'exprimait avec les signaux temporels, et je peux l'exprimer, il y a vraiment un chemin mathématique qui n'a aucun intérêt, mais je peux la reformuler en termes des modes spectraux de X et de Y. Et c'est la formule que vous avez devant vous. Alors, évidemment, elle n'est pas si compliquée que ça. Elle fait intervenir les amplitudes spectrales de X, les amplitudes spectrales de Y, c'est le AX et le AY, et ça fait intervenir une phase phi de XY dont je n'ai jamais parlé encore, mais qui est simplement le déphasage spectral, bien sûr, entre X et Y. Alors, je vous ai mis plein de petites flèches ici pour expliquer ce que ça représente, ce résultat. Ce résultat est vraiment important pour nous. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je suis parti de cette corrélation croisée temporelle et je sais que c'est ça qui porte le couplage linéaire entre mes deux signaux. Et là, je l'exprime maintenant en exhibant les fréquences, le contenu spectral. Donc bien sûr, ça va me donner l'accès au contenu spectral fréquentiel de cette corrélation croisée dont je sais qu'elle représente le couplage linéaire. Donc cette formule est vraiment importante pour nous parce que c'est elle qui fait le pont. Elle fait le pont entre le domaine temporel de ce couplage linéaire et le domaine spectral de ce même couplage linéaire qui a fait le bonheur de tous ceux qui font de l'IRM fonctionnel, en particulier pour faire de la connectivité. La raison pour laquelle elle est importante pour nous, c'est parce que je sais que ce domaine spectral, j'y ai accès avec l'EEG. J'ai vraiment devant moi plein de fréquences et je peux poser la question de savoir quelles sont les fréquences qui participent à ce couplage temporel, si vous voulez, entre mes deux canaux. Alors, prenons chacune des flèches ici pour bien comprendre ce qu'on a devant nous. Premièrement, la première flèche ici, 1, on a une somme. On a une somme sur toutes les fréquences disponibles dans mon spectre. Donc c'est vraiment une décomposition spectrale du terme qui est à gauche, qui est ce fameux chiffre, ce nombre qui quantifie le couplage linéaire entre X et Y avec un délai taux. Donc ici, j'ai une décomposition sur toutes les fréquences. Deuxièmement, j'ai un produit des deux amplitudes spectrales. Donc j'ai tous les termes que j'ai devant moi, dans ce terme de somme, chacun de ces termes, c'est d'abord le produit pour f, à f donné, le produit des deux amplitudes spectrales, terme à terme. Donc plus ce produit est grand, plus fort est la contribution, tout simplement, de la fréquence f pour laquelle j'ai ces amplitudes spectrales. Donc, dans cette sommation que j'ai devant moi, je peux aller regarder quelles sont les amplitudes où le produit ici est grand, et ça voudra dire qu'effectivement, le couplage spectral pour cette fréquence particulière contribue grandement à ce couplage linéaire dont je sais qu'il représente la connectivité que j'avais dans le temps entre mes deux régions. Donc ça, c'est la première chose. Troisièmement, alors là, il y a une exponentielle. Alors bien sûr, c'est
l'héritage des matheux pour cacher un cosinus ou un sinus, une fonction trigonométrique. Je rappelle que cette exponentielle complexe à cause du i. Je rappelle que le i ici, c'est ce fameux nombre inventé par les mathématiciens qui invente en fait une quantité qui n'existe pas, mais dont le carré est égal à -1. Et en fait, cette invention est diabolique, hein, je le rappelle, parce que c'est elle qui nous permet de parler de cosinus et de sinus. Je suis sûr que si on fait un sondage, on ne le fera pas aujourd'hui, mais on a tous été traumatisés dans notre petite enfance par les fonctions trigonométriques. On a tous été traumatisés parce que la phase est une quantité non triviale. Ce n'est pas évident une phase, ça revient toujours au même point quand ça tourne. Et donc les fonctions trigonométriques, on n'a jamais aimé ça parce qu'il y a toujours des relations compliquées. Sauf que on peut représenter une fonction trigonométrique par l'exponentielle de l'argument à condition d'inventer ce fameux nombre complexe ici, le i, dont le carré est égal à -1. Je vous passe les détails, mais c'est une invention extraordinaire. Donc cet exponentiel, rappelons-nous, c'est simplement, ça cache un cosinus et un sinus. Donc c'est sûr que l'argument qui est entre parenthèses dans l'exponentiel, c'est une phase, c'est un angle. Donc c'est à ça auquel on va devoir s'attarder. Remarquons aussi que l'exponentielle, on sait tous que l'exponentielle de 0, c'est égal à 1. Et que finalement, cette exponentielle, qui cache un cosinus, un sinus, ça ne pourra pas aller au-delà de 1. Ça peut être égal à -1, mais ça ne peut pas être plus grand que 1 en amplitude. C'est exponentielle complexe, j'entends bien. Autrement dit, on voit bien que ce terme exponentiel ici pondère ce fameux produit des amplitudes ici, qui lui quantifie la force de ce couplage, et au maximum, il va être égal à 1, pourvu que la phase qu'il enferme soit égale à 0. Soyons justes, 0 à 2π près, tout simplement parce que je sais que le cosinus de 2π c'est égal à 1 aussi, puis cosinus d'un multiple quelconque de 2π c'est aussi égal à 1. On ne va pas rentrer dans les détails de la trigonométrie, mais on voit bien qu'effectivement, si la phase qui est ici est égale à 0, mettons-la à 0, alors j'aurai le couplage le plus grand possible. Ce terme que j'ai devant moi va être le plus grand possible dans la somme spectrale que j'ai devant moi. Alors maintenant, ça nous met dans la partie 4 ici. Vous avez un déphasage. Ça, c'est le déphasage, je rappelle, de ces deux phases spectrales à f, fréquence f, pour x et pour y. Remarquez que si le délai tau, et ça c'est un délai temporel, c'est un délai global, si le délai valait, si je le fixais au déphasage pour f donné divisé par 2πf, donc si vous remplacez tau par cette valeur, vous allez avoir 0 dans l'argument. Autrement dit, on comprend ici que le déphasage, ce déphasage qui est en rouge ici, il encode le délai qui est propre au couplage spectral. Ce que je veux dire par là, c'est que si je translate mes deux canaux, mes deux signaux d'un délai tau, et si ce délai correspond précisément à ce qui est en noir ici, ce déphasage intrinsèque du couplage entre x et y à la fréquence f divisé par 2πf, alors cette contribution va être la plus grande possible. Donc, ce déphasage encode effectivement le délai que je devrais imposer à mon signal pour avoir le couplage spectral le plus fort. Donc, c'est un délai vraiment propre à ce couplage. Et ça, c'est un virage. Je vois que Roger réfléchit activement. Donc, clairement, son réseau attentionnel est beaucoup plus fort que d'habitude, mais justement parce que ce couplage spectral ici doit être plus important que juste avant. Et il a bien sûr une question. Vas-y, Roger, je t'écoute. Mais justement, est-ce que ça mène, là, puis écoute, je suis encore dans une zone de brume, je vais en sortir là, grâce à tes talents pédagogiques, mais est-ce que ça veut donc dire que la phase est dépendante de la fréquence nécessairement? Bien sûr. La phase que je tire ici, c'est un chiffre pour chacune des fréquences. Pour chacune, c'est ça? Absolument, absolument. Ça dépend des fréquences. Mais elle la détermine? C'est une caractéristique, cette phase qu'on voit ici, c'est une caractéristique spectrale. Je ne pourrais jamais y changer, la changer. Elle s'impose à moi. Donc, c'est ça. Elle sert à, on la définit par fréquence, mais ce n'est pas la fréquence qui détermine physiologiquement. Pas du tout. C'est ça. C'est une caractéristique de ton signal. C'est une caractéristique de ton signal. Et je répète, j'ai mes deux canaux.
la phase spectrale, ça porte une signature sur des délais. Pas de problème. Maintenant, le déphasage, ça c'est important, c'est un délai de X par rapport à Y pour la fréquence donnée. Et le délai que tu vois ici, le rapport phi XY de F, autrement dit, donne-moi la fréquence, une fréquence, et je peux savoir quel est le délai que je dois imposer à un signal par rapport à un autre, c'est ce que je vois en noir ici, de telle façon que le couplage à cette fréquence va être le plus grand possible. Attention, le plus grand possible, mais ça va être le produit des deux amplitudes qui va me dire quel est le plus grand possible. Si ces deux amplitudes, dont le produit est ridiculement petit, j'aurais bien pu faire l'agencement temporel de mes deux signaux par ce délai. Le couplage reste quand même avec la force du produit des deux amplitudes spectrales. C'est bon, merci. OK. Prenons un délai nul, parce que rappelez-vous que le délai taux ici, c'est un délai global. Le délai dont on vient de parler avec Roger, c'est un délai spectral, c'est une fréquence particulière. Je ne peux pas imposer ça à tout le monde. Donc, prenons taux égale 0, prenons un délai nul. Je ne veux pas translater, je reviens au coefficient de Pearson qui a été utilisé en IRM. Donc là, vous avez exactement la même formule que tout à l'heure, sauf que j'ai mis taux égale 0. Ça fait disparaître, bien sûr, un terme dans la phase qui existait auparavant. Si vous éliminez le taux et si vous mettez taux égal à 0 ici, eh bien, vous arrivez à cette expression. Alors, dans cette expression, qu'est-ce que vous avez? Je résume. Vous avez le produit. D'abord, vous avez une somme. Vous avez toutes les fréquences devant vous. Vous avez des termes qui s'ajoutent pour toutes les fréquences. Il y en a des grands, il y en a des petits. Le poids, l'intensité, c'est donné essentiellement par le produit des deux amplitudes spectrales terme à terme, AXF et AY de F, pour chaque fréquence. Donc ça, c'est le couplage amplitude-amplitude spectrale à chacune des fréquences F. Ce produit peut être petit, il peut être très grand, il sera toujours positif. Rappelez-vous que l'amplitude est toujours un nombre positif. C'est le poids de la fréquence, de chaque fréquence, dans ce couplage linéaire entre les deux signaux. Je répète, c'est le poids de la fréquence F dans le couplage linéaire entre les deux signaux. Maintenant, ce poids est là, mais vous avez aussi une phase. La phase relative, le fameux phi xy de F, ça c'est la phase relative de ce couplage. Pour l'avoir au maximum, il faudrait que je fasse, comme tout à l'heure on l'a dit, un délai qui soit relativement à ce déphasage. Et évidemment, ici, le délai, j'en parle plus, mais maintenant j'ai ici un déphasage, j'ai une phase qui est relative à ce couplage. C'est le délai intrinsèque des signaux X et Y pour la fréquence F. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce que j'ai un signal qui oscille, que j'en ai un autre qui oscille à la même fréquence, que je ne peux pas me permettre d'avoir un déphasage entre les deux, un délai. Donc ce phi xy de F quantifie ce déphasage spectral. L'amplitude spectrale, c'est une chose, le déphasage, c'en est une autre. Ça marche? Jean-Marc, il y a une question, puis peut-être que ça va permettre d'illustrer aussi ce que tu viens de dire. La question, c'est à savoir si on a un artefact de 60 Hz sur toutes les électrodes, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ton couplage? C'est une très très bonne question et je suis même gêné de ne pas l'avoir pris tout de suite. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une très bonne question. C'est sûr que dans cette décomposition, elle sera toujours légitime, ce que je vais voir, c'est que lorsque petit f va être égal à 60, je vais avoir un AX très fort, un AY aussi fort, parce que c'est Hydro-Québec qui parle avec les mêmes amplitudes sur les deux électrodes, et le déphasage va être nul, parce que Hydro-Québec aura parlé d'une façon simultanée avec la même onde à 60 Hz, sans déphasage entre les deux canaux, donc le phi xy de f va être égal à 0. Donc, et ça, je pourrais le voir dans cette sommation ici, j'aurai tous mes termes, et je vais voir qu'à 60 Hz, à f égale 60 Hz, je vais avoir un terme très fort, et en plus, très fort pour deux raisons. D'abord parce que les amplitudes sont fortes, le AX et le AY, évidemment, les deux canaux vont voir Hydro-Québec. Ils vont être forts aussi parce que j'aurai exponentielle de 0.
j'aurai 1. L'exponentielle ici, le cosinus va être le plus grand possible de cette phase, parce qu'elle va être nulle. Il n'y a pas de déphasage. Hydro-Québec, il n'y a pas de déphasage entre mes deux oscillations qui se manifestent synchrones sur les deux canaux. Donc voilà la signature d'Hydro-Québec dans cette somme. Est-ce que j'ai répondu? J'imagine que oui. Je me demandais pour les fréquences, c'est une fréquence, la fréquence qu'on va choisir de mettre dans notre équation, c'est la fréquence qui correspond à notre plus petite résolution? Qu'est-ce que c'est le... Oui, la somme des fréquences, c'est la somme de toutes les fréquences que tu vois ici, et bien sûr que je vais parcourir plus loin que 5. Elles vont être discrètes parce qu'on est avec des signaux qui ont été numérisés sur un intervalle de temps fini, donc c'est vrai que c'est discret. Donc c'est la somme qui porte sur toutes les fréquences que j'ai devant moi, qui sont toutes disponibles dans mon signal. Tu pourrais aussi, est-ce que tu pourrais le faire aussi par bande de fréquence? Absolument. On va faire tout à l'heure, on va sélectionner des fréquences, effectivement. Alors justement... Puis, tant qu'à faire, la durée de l'échantillon, à ce moment-là, on peut le déterminer aussi. Oui. Ce qui fait que je peux suivre un train d'onde qui pourrait voyager avec un lag de plus temps d'un site à l'autre. Mais absolument. Une pointe écliptique, un fuseau. Absolument, la propagation. Du moins qui ne déborde pas des bandes de fréquences définies. Absolument. C'est... Donc, allons-y justement avec cette définition, la définition. Donc, vous voyez, tout en haut, c'est la définition de cette corrélation de Pearson avec laquelle on est parti, mais exprimée non pas dans le domaine temporel, mais dans le domaine spectral. C'est vraiment une égalité. Donc, cette décomposition, Nadia vient de l'évoquer, hein, la somme ici porte sur toutes les fréquences dont je peux disposer, Hydro-Québec compris. Alors, si on a des interlocuteurs en Europe, c'est 50 Hz, ce ne sera pas 60 Hz, mais c'est la même chose, c'est le même problème. On va extraire maintenant la contribution d'une fréquence. Après tout, j'ai une somme devant moi. Chacun des termes caractérise ce qu'une fréquence apporte à ce couplage linéaire qui nous intéresse au départ. Donc le terme que j'ai isolé ici, c'est simplement la contribution d'une fréquence. Alors, cette quantité représente, ce n'est pas une bonne statistique. J'ai 2 signaux, j'ai 2 enregistrements, je tire ce terme, je peux le calculer. Ce n'est pas vraiment très fort comme statistique d'avoir cette quantité. Par contre, si je dispose de n époques, n trials, n séquences temporelles qui sont censées représenter le même type d'événement, alors je peux faire la moyenne de cette quantité. Donc, le petit k maintenant qui est ici, qui se rajoute comme indice sur A et sur la phase, c'est simplement pour identifier les essais, les trials, les événements dont je dispose sur X et Y simultanément. Et bien sûr, cette moyenne ici, ça me donne une quantité, et cette quantité représente le couplage statistique, mais il va dépendre, et là c'est une petite subtilité, il va dépendre de la puissance spectrale de chacun des signaux. Alors qu'est-ce que c'est que la puissance spectrale? Remarquez bien que si je devais retourner au premier cours, je pense qu'on a fait ensemble sur la puissance spectrale, ce sera exactement la même expression que vous avez ici, sauf que vous n'auriez pas 2 canaux, mais un seul canal. Vous auriez AX au carré, l'amplitude au carré, exponentielle, I, et ici le déphasage, ce qui est nul, puisque X est lui-même, bien sûr, il n'y a pas de déphasage. Donc, dans cette expression que vous avez ici, si vous remplacez Y par X, ce n'est ni plus ni moins que la puissance spectrale qu'on a définie dans le cours, on a fait l'analyse spectrale. Alors pourquoi on normalise? On normalise parce qu'on n'a pas envie d'avoir une quantification de ce couplage statistique tel que, imaginez, vous êtes avec une dérivation sur CZ, vous êtes avec une dérivation sur FZ, et quelqu'un subrepticement multiplie par 10 le gain sur CZ. Au niveau du couplage entre les 2 électrodes, ça ne devrait rien changer parce que c'est simplement un effet global d'amplitude sur un des canaux et pas l'autre. Donc si vous voulez vous affranchir de ce facteur de gain global sur une dérivation, sur un des signaux, eh bien, il suffit effectivement de diviser par la puissance spectrale de chacun de ces 2 canaux, et c'est la définition qui est juste en bas. Et vous voyez que si vous multipliez par 10, par exemple, l'amplitude d'un signal, ce qui revient bien sûr à multiplier par 10 l'amplitude spectrale de ce signal,
eh bien, dans la définition qui est ici, avec la division par la racine carrée de la puissance spectrale de x et la racine carrée de la puissance spectrale de y, eh bien, ce facteur de gain, ce facteur 10, par exemple, que j'aurais pu introduire sur le canal x, il va se simplifier, il va disparaître. Donc voilà ici une quantité qui calibre, qui quantifie vraiment cette cohérence, c'est ce qu'on appelle la cohérence complexe, c'est vraiment la covariation, la contribution d'une fréquence particulière à la covariation qui a été mesurable par la corrélation croisée avec laquelle on est parti. Et encore une fois, qui s'affranchit de cette idée de la puissance spectrale qui pourrait effectivement être modulée par un facteur de gain sur un des canaux, mais qui ne changerait en rien le fait qu'ils puissent covarier l'un avec l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cohérence complexe entre x et y. Et vous voyez que vous avez une ligne droite entre, encore une fois, la corrélation, la covariance temporelle avec laquelle on est parti, et la cohérence complexe qui, elle, identifie, je rappelle, la contribution d'une fréquence particulière à cette covariation identifiée ou calibrée par le coefficient de Pearson que vous avez juste en haut. Donc, la cohérence complexe, celle avec laquelle on... Oh, Roger, on ne t'entend pas. Oui, excuse-moi, mais c'est ça qui me fatigue des fois quand tu dis que la fréquence détermine, mais elle détermine mathématiquement, c'est-à-dire que c'est pas physiologique ce que tu dis là. C'est-à-dire que on a cette relation temporelle pour telle fréquence. Ah, bien sûr. C'est non, ça. Non, C'est pas la fréquence qui détermine. Je recommence, Roger. Le coefficient de Pearson que tu as en haut ici, ce nombre, ce chiffre, ici, on l'a simplement décomposé en donnant quelles sont les contributions de chacune des fréquences dans le signal. Donc, ça définit. Donc, ça définit. Donc, c'est une décomposition. Et ensuite, je me suis intéressé à la contribution d'une fréquence particulière. C'est ça. Mais c'est pas physiologique. Pas du tout. C'est important. Non, je pense que l'information physiologique, c'est plutôt si tu me dis, ah ben moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le delta. Là, pour moi, c'est une information physiologique. Et dans ce cas-là, je vais aller cibler, alors, pour répondre à Nadia tout à l'heure, non pas la fréquence du delta, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais la bande spectrale du delta, et je vais moyenner cette cohérence, ce nombre ici, à travers les fréquences d'intérêt pour une question posée dans une bande spectrale particulière. C'est bon. Alors, cette cohérence complexe qu'on vient de définir, elle est donc, pour l'instant, pour une fréquence donnée de notre choix. La somme sur n époques, donc j'ai besoin effectivement d'avoir des trials à ma disposition qui représentent bien sûr toujours le même type d'événement. Et vous avez trois termes. Donc là, l'écriture que vous avez ici à droite, c'est exactement la même chose que ce à quoi on est arrivé tout à l'heure, sauf que j'ai un petit peu arrangé les termes, mais c'est exactement la même chose. Alors vous avez trois termes. Vous avez l'amplitude spectrale normalisée. En fait, c'est le facteur de normalisation que j'ai absorbé à l'intérieur de ma somme, mais c'est exactement la même chose. Donc ici, j'ai une amplitude spectrale normalisée pour x. J'ai une amplitude spectrale normalisée pour le canal y. Entre parenthèses, quand on fait des spectres normalisés, c'est exactement ça qu'on regarde, non pas l'amplitude absolue, mais l'amplitude relative. Quand on fait l'amplitude relative, c'est un petit peu ça qu'on regarde en sommeil. Donc l'amplitude normalisée pour x, l'amplitude normalisée pour y. Le produit de ces deux quantités nous donne la force du couplage pour la fréquence f. Et vous avez aussi la pondération par l'exponentielle ici, qui est un cosinus, je vous rappelle, ça cache un cosinus ou un sinus, l'exponentielle de la phase qui vous donne le déphasage spectral entre x et y, à la fréquence f qui m'intéresse ici. Cette quantité mesure donc le couplage d'amplitude spectrale à la fréquence f de mon choix, qui va être stable, ça c'est important, à travers les n époques. Donc il faut bien sûr que je dispose de ces n trials, de ces n séquences temporelles en x et y, qui soient bien sûr, qui représentent bien le processus que je veux analyser en termes de la connectivité entre x et y, évidemment. C'est une quantité complexe au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'il y a une phase et il y a une amplitude, c'est un nombre complexe. Donc c'est pour ça que
la quantité d'intérêt ici qu'on retient, c'est l'amplitude de cette quantité au carré. Pour des raisons historiques, on a mis un carré, mais on pourrait bien sûr laisser tomber le carré, mais c'est l'amplitude de cette quantité qu'on appelle finalement. C'est une des métriques qu'on va retrouver dans la littérature, ce qu'on appelle la mean square cohérence, ou bien la cohérence tout simplement, entre x et y, et encore une fois, à une fréquence donnée. Jean-Marc, j'ai une question dans le chat. Oui. Est-ce que les formules sont adaptées différemment lorsqu'il s'agit de calculer la connectivité dans une bande de fréquence? Puis si oui, qu'est-ce qui change? Alors justement, ça tombe bien parce que c'est exactement les petites lignes qui sont juste en bas ici. En général, on ne s'intéresse pas vraiment à une fréquence, on s'intéresse à la connectivité au sein d'une bande spectrale, le delta, le θ, etc., et non pas une fréquence particulière. On va simplement moyenner cette cohérence sur l'intervalle spectral d'intérêt. Parfait. Puis là, je vais y aller avec une question. Je pense que je connais un peu la réponse, mais si on y va avec une bande spectrale spécifique, par exemple, du 0,5 à 32 Hz, puis on ne s'intéresse pas aux 60 Hz, alors est-ce que c'est grave d'avoir du 60 Hz dans notre signal? Je vais répondre indirectement avec les diapos qui vont suivre. Si je n'ai pas répondu, on y retourne, d'accord? Parfait. Alors justement, quel est le problème de la cohérence? Je pense que je vais y répondre ici. On pourrait avoir effectivement de la cohérence induite qui ne nous intéresse pas, avec de l'activité simultanée de deux générateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir deux générateurs quand même. C'est ça qu'on veut savoir. On a deux générateurs et pour toutes sortes de raisons, ils sont synchrones, ou ils sont une cohérence d'activité, ils covarient. Effectivement, ça rejoint, je pense, un tout petit peu ta question, on peut avoir de la cohérence induite qui ne provient pas de cette activité simultanée. Par exemple, on a une seule source, par exemple le thalamus, qui se projette instantanément sur deux capteurs. Bon, ce serait vraiment pas de chance, mais ça peut arriver. Donc c'est une seule source. Il n'est pas question de parler de l'activité simultanée de deux générateurs. C'est une seule source qui se projette sur deux capteurs. Maintenant, pour revenir à ta question, Nadia, je pourrais avoir aussi un couplage ohmique entre deux canaux qui provient de la conduction sur le scalp. Je pourrais aussi avoir une activité simultanée parce que j'ai du 60 Hz. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais on voit que c'est dans toutes ces situations qu'on vient d'évoquer, cette cohérence instantanée suspecte, ce sont des cohérences qui viennent avec un délai nul. Hydro-Québec, le couplage ohmique, c'est-à-dire le fait qu'il y a des courants qui se propagent sur le scalp, qui n'ont rien à voir avec l'activité cérébrale, mais qui, en se propageant, font une connectivité entre deux canaux parce qu'il y a justement de la conductivité sur le scalp. C'est très rapide, donc c'est instantané. Donc on voit bien que toutes ces situations délicates sont toutes caractérisées par un délai nul. Donc, dans la moyenne sur les époques, la contribution des époques, parce que je vous rappelle que la somme ici porte sur toutes les époques, celle que vous voyez ici, la première somme k égale 1 jusqu'à n, je somme sur toutes les époques, je vais devoir retirer toutes les époques qui donnent une contribution où le délai est nul. Or, le délai nul, c'est un déphasage nul, le fameux phi, et une façon de retirer ce déphasage nul, c'est de substituer l'exponentielle qui était égale à 1 justement lorsque le déphasage était nul, donc c'était dramatique. On va substituer cette exponentielle au sinus qu'elle encode. On va retirer le cosinus, je vous rappelle que cosinus de 0 c'est égal à 1, c'est ça le problème. Donc on va substituer cette exponentielle en mettant un sinus ici, tout reste étant à toute chose égale. Et c'est ça qu'on appelle la cohérence imaginaire. Alors, imaginaire pour des raisons mathématiques, mais ce n'est pas du tout parce qu'on essaye d'imaginer quelque chose, c'est qu'effectivement, on peut constater ici que cette nouvelle définition, qui consiste simplement à travailler un tout petit peu le terme de phase, eh bien, permet d'éliminer justement le fameux zéro lag, autrement dit le délai nul. Alors évidemment, on peut peut-être aussi mettre dehors de l'activité simultanée, spontanée de deux sources qui vraiment se projettent d'une façon instantanée simultanément,
Donc on peut risquer, on prend le risque de jeter effectivement de l'activité, de la connectivité instantanée, mais on préfère ça parce qu'on sait très bien qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons autour de nous pour que cette activité spontanée et simultanée soit de nature hors cérébrale. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci Jean-Marc. Il y a une question de Guillermo, je vais lui laisser la parole. Oui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On se posait la question quant à la cohérence imaginaire. Est-ce que ça fait simplement enlever les délais de phase qui sont de pi, de 0 pi ou de pi? Ou bien est-ce que il y a comme une sorte de pondération? Parce que mettons qu'on fait le sinus de 66, de 0,66 pi, il me semble que ça donnerait pas 1, ça donnerait un chiffre qui serait plus proche de 1 que si on fait zine de 0. Tout à fait. Donc ici, ça pondère effectivement. Il ne faut pas oublier que notre définition, faut faire attention. Hein. On veut altérer notre définition, mais on ne veut pas complètement l'altérer. On veut pas la. Donc c'est sûr que l'exponentielle de tout à l'heure, ce n'était pas binaire, ce n'était pas 0 ou 1. On a retiré simplement la contribution où ça donnait 1, justement avec un déphasage nul. Mais tout le reste doit persister. Donc le sinus ici, il existe dans la formule initiale. Il existe dans la formule, donc on le garde. On le garde parce qu'il pondère justement dans la contribution à la fréquence F. Rappelez-vous que ça, c'est un terme, encore une fois, qui est propre à la fréquence F. Il pondère le couplage spectral par le déphasage qui lui est associé. Donc c'est vraiment important de garder le sinus ici. Et effectivement, il va valoir ce qu'il doit valoir. Donc, par conséquent, est-ce qu'on est en train de donner une plus grande importance aux déphasages qui sont le plus proches de 1 demi-pi ou de 2 tiers de pi? Absolument. 3 sur 2, désolé. Absolument? OK, c'est ça ma question. Merci. C'est comme ça que ça vient, effectivement. Tout à fait. Très bien. Alors, prenons un exemple qui me tient à cœur, puisque c'est un travail qui a été fait effectivement au CEAMS avec, justement, Nadia était dans le groupe, avec Marie-Ève, c'était la thèse de Marie-Ève Desjardins, dirigée par Antonio Zadra, qui portait sur le somnambulisme, donc des enregistrements EEG en somnambulisme. Et la question était de savoir qu'est-ce qui se passe juste avant l'épisode de somnambulisme. Donc, il y avait deux séries temporelles, une série temporelle à 20 minutes de l'épisode de somnambulisme qui est repéré ici par la ligne rouge. Donc, vous aviez ici donc, du signal de baseline, si on veut, à 20 minutes. Et on avait les enregistrements de EEG juste avant l'épisode de somnambulisme qui était disponible. Donc, je passe les détails de l'étude. Je vous montre simplement le résultat qui, moi, bien sûr, m'intéressait au prime abord, c'est-à-dire de regarder le patron de connectivité sur le scalp. Donc, vous avez ici le montage des électrodes qui avaient été utilisées. D'un point de vue spectral, l'analyse spectrale indiquait qu'il y avait une augmentation de puissance en delta et en θ juste avant l'épisode de somnambulisme, par rapport, bien sûr, à l'activité de baseline, une augmentation de θ. Donc ça, c'est l'activité, ça, c'est le résultat spectral. Maintenant, en termes de connectivité, et en ayant utilisé la cohérence imaginaire dont on vient de parler, intégrer sur les bandes spectrales du low delta, de l'alpha et du bêta, pour montrer ces exemples ici, parce que c'était ceux-là qui étaient éloquents, ce qu'on s'aperçoit, c'est que juste avant l'épisode de somnambulisme, en particulier dans la bande alpha et dans la bande bêta, vous avez une augmentation de connectivité, autrement dit, par rapport à la baseline, on a une augmentation de connectivité sur les réseaux fronto-pariétaux, frontotemporaux et occipitaux. Et inversement, dans le low delta, vous avez une réduction de la connectivité sur des réseaux qui recrutent les régions pariéto-occipitales. Donc ça, c'est un des premiers résultats qui avait été d'ailleurs élaboré dans OCEANS pour regarder cette connectivité sur le scalp à partir de l'EEG. Il y a bien sûr des questions de statistiques. Je ne vais pas les élaborer aujourd'hui. D'ailleurs, le temps passe tellement vite que j'en suis même inquiet. Mais pour faire le contraste statistique entre la baseline, ce qu'on apprend en baseline et ce qu'on apprend sur vraiment la période de temps pré-somnambulisme ici, il faut faire effectivement un test statistique qui permette de sortir les liens significatifs. Et ce qu'on fait en général, c'est du rééchantillonnage non paramétrique.
entre les deux conditions, en regardant les deux conditions, en les mélangeant, en essayant de tuer la connectivité qui pourrait exister dans une des conditions, donc ce qu'on appelle le bootstrap. J'en parlerai pas, ça ferait l'objet d'un cours en soi, mais on peut effectivement, il faut effectivement quantifier statistiquement la significativité de ces liens. Je le rappellerai à la toute fin, mais il faut savoir que si vous avez n électrodes, vous avez n fois n-1 sur 2, autrement dit, c'est quadratique sur le nombre de degrés de liberté des liens dont vous disposez. Donc les comparaisons multiples augmentent d'une façon un petit peu dramatique quand vient le temps de faire de la connectivité. C'est ça qui est toujours un petit peu périlleux lorsqu'on fait de la connectivité fonctionnelle. Je continue. Jean-Marc, oui. Est-ce que ce serait un bon moment pour prendre une petite pause de 5 minutes? 5 petites minutes, ouais. Oui, hein, je sais qu'il te reste beaucoup de métriques à discuter. Mais ouais, donc, d'accord. On se retrouve à... Et 27. Puis on ne recommencera pas. Donc, ça va juste laisser le temps de se dégourdir un petit peu. Donc, 11h27, on reprend. C'est très, très court, 5 minutes, mais on a hâte d'en apprendre plus sur les autres métriques. Et il y en a plusieurs. Alors, je te laisse poursuivre. Merci. Donc, on peut être effectivement, comme c'est écrit ici, être moins exigeant sur le critère de connectivité pour toutes sortes de raisons, en ne s'intéressant pas vraiment au couplage spectral directement, mais simplement au fait que les oscillations soient synchrones. Tout à l'heure, je vais probablement illustrer ça avec les simulations MATLAB très rapides d'ailleurs pour gagner du temps. Alors, j'essaye simplement d'expliquer ici, j'espère ne pas vous mettre de confusion, mais c'est un peu comme si on s'intéressait à des horloges où la longueur des aiguilles varierait avec le temps, pourquoi pas. Donc, il n'y aurait pas forcément des corrélations sur la taille des aiguilles, mais elles tourneraient quand même d'une façon synchrone. Et on veut savoir effectivement si ce rythme existe. Et ça, c'est une question intéressante et vraiment importante pour nous parce qu'après tout, il n'y a aucune raison que le couplage spectral soit pondéré. Et j'ai mis, avec l'addition qu'on a pu avoir tout à l'heure aussi avec Roger, hein, ce produit des deux amplitudes spectrales, c'est lui qui porte en ce moment le fardeau de ce couplage entre les deux canaux à une fréquence donnée. Mais après tout, ce qui nous intéresserait, c'est peut-être quelque chose de beaucoup plus simple, entre guillemets, qui est simplement la synchronisation, indépendamment de l'amplitude elle-même. D'un point de vue mathématique, c'est très facile. Si l'amplitude ne nous intéresse pas, on la met égale à 1. Donc, on reprend notre cohérence et on remplace les A, X et AY à 1. Elle ne nous intéresse pas, donc on la met à 1. Est-ce que l'expression à laquelle cela conduit, c'est ce 1 sur n. Le n ici, simplement parce que 1 sur la somme, la racine, ça va vous donner 1 sur racine de n, fois multiplié par lui-même, ça va vous donner le 1 sur n, très facile. Mais c'est la somme simplement des exponentielles. Donc vous voyez que d'un seul coup, on a fait passer le fardeau de ce couplage qui était vraiment porté par les amplitudes. Maintenant, c'est vraiment la phase, le déphasage spectral qui porte toute la responsabilité de ce couplage, de cette connectivité qu'on va représenter ici. Donc cette quantité mesure la stabilité du déphasage spectral à une fréquence donnée à travers les n époques dont je dispose. C'est ce qu'on appelle de la synchronisation spectrale. Et on va définir ce qu'on appelle la phase locking value, la fameuse PLV qu'on voit dans beaucoup de travaux, tout simplement par l'amplitude de cette quantité. Donc l'amplitude, les barres verticales, l'amplitude de cette somme pondérée par 1 sur n, qui est la moyenne de cette somme d'exponentielles. Encore une fois, vous voyez dans l'exponentielle ici des cosinus et des sinus, hein, c'est des fonctions trigonométriques de ce déphasage spectral entre x et y à la fréquence f. Eh bien, cette PLV, c'est effectivement une métrique que je peux aussi intégrer, moyenner sur une bande spectrale pour avoir la caractérisation de la synchronisation spectrale dans la bande spectrale d'intérêt. Problème de zéro lag? Oui. Là aussi, on doit se soucier, Nadia l'a évoqué tout à l'heure, le fait qu'il puisse y avoir de la synchronisation induite. Ce fait simplement que les rythmes sont là parce qu'il y a Hydro-Québec dans le décor et bien d'autres manifestations de synchronisation qui n'ont rien à voir avec des sources qui sont synchrones dans le cerveau. Et on prend exactement la même
stratégie, on substitue l'exponentielle à sa partie sinusoïdale. D'un point de vue mathématique, c'est sa partie imaginaire. C'est pour ça que ça s'appelle la PLV imaginaire, ou la IPLV, qui consiste à faire exactement la même opération, mais à prendre le sinus de déphasage comme métrique de cette connectivité. Dernière petite chose, parce que c'est ça qui va finalement définir une métrique qui est peut-être la plus populaire en ce moment. La quantité qu'on a devant nous, elle est forcément dans l'intervalle -1 plus 1. Ce n'est pas très difficile à voir, puisque le sinus, c'est entre -1 et +1. Je fais une somme de n termes, donc ça ne peut pas dépasser 1, ça ne peut pas être plus petit que -1, ça c'est sûr. Mais on peut peut-être donner un peu plus de dynamique à cette quantité en regardant quelle est la plus grande valeur qu'elle pourrait atteindre, étant donné un jeu de phases. Je rappelle que les phases ici, je les collecte entre x et y pour chaque trial, pour chaque essai. Donc je collecte les phases et je sais quelle est la plus grande valeur que je pourrais avoir, c'est 1 sur n, somme des valeurs absolues des sinus. J'oublie le signe, il ne peut plus y avoir d'effet de compensation entre les plus et les moins, je mets une valeur absolue, c'est la plus grande valeur que je pourrais obtenir avec le jeu des phases que j'ai ici. Donc si je veux avoir une métrique qui est moins sensible au zéro lag, je la normalise par la quantité la plus grande, j'ai toute la dynamique devant moi. J'augmente la dynamique, je peux avoir beaucoup plus de dynamique sur cette connectivité, sur cette valeur de connectivité. Et c'est ça qu'on appelle la WPLI, c'est elle que vous allez voir le plus souvent dans la publication. C'est la définition de la PLV pour laquelle on a fait une petite correction pour s'affranchir du zéro lag parce qu'on est inquiet de la connectivité induite qui n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait peut-être vouloir caractériser. Et on la normalise par la valeur la plus grande qui pourrait être obtenue avec les phases dont je dispose pour avoir justement toute la dynamique de cette valeur devant moi. Donc l'expression que vous avez tout en bas ici, c'est simplement d'avoir réécrit un tout petit peu la WPLI, tout simplement parce que si je la réécris de la façon que vous avez ici, j'ai la possibilité d'isoler un terme ici qui est, si on regarde bien, puis je ne veux pas passer trop de temps, puis de toute façon vous allez pouvoir repasser ça un samedi matin de votre café, et vous allez dire « Ah, effectivement, il a tout à fait raison ». Le poids que vous avez ici, c'est un chiffre entre 0 et 1. Et la somme, ce qui est en jaune ici, si vous faites la somme sur toutes les phases, ça va vous donner 1. Autrement dit, ça ressemble pas mal à une probabilité. Et effectivement, c'est la probabilité à travers toute votre trial d'observer une phase particulière, un déphasage, le phi de xy ici. Donc, ça pondère ce qui se passe à travers mes trials. Si je veux m'affranchir de ce poids respectif de tous mes trials et que je veux dire que tous mes trials sont équivalents du point de vue de la connectivité qu'ils représentent, eh bien, j'élimine ce poids. Et c'est ça qu'on appelle la PLI. Alors, en fait, les gens procèdent un petit peu à l'inverse. Ils vous parlent d'abord de la PLI et ensuite de la WPLI, mais en fait, c'est le cheminement inverse. La WPLI, c'est celle qui permettait que j'ai justifié en disant je vais normaliser pour avoir toute la dynamique, et ensuite je m'aperçois qu'il y a un poids qui cache la probabilité d'avoir une phase particulière dans un trial particulier. Si je veux mettre tous mes trials sur le même pied, eh bien vous avez la définition qui est en bas qui s'appelle la PLI, qui est une des métriques aussi particulièrement utilisée en sommeil, en connectivité de sommeil. Je vais répondre indirectement à je ne sais plus qui tout à l'heure qui me parlait du sinus, qui voyait que le sinus différenciait les phases. Et là, il va noter qu'il y a le signe maintenant qui intervient devant le sinus. Donc, je ne m'intéresse plus vraiment à la valeur du sinus. Dans cette somme ici, je veux savoir s'il est positif ou négatif. Et c'est la somme de ces positifs et négatifs qui va me donner dans la valeur absolue un nombre. On s'entend que ça va être un entier. Divisé par n, c'est ça qu'on appelle la PLI. Au maximum, il est égal à 1. Au minimum, il va être égal à 0. 0, je n'ai pas de connectivité. 1, j'ai la connectivité la plus grande possible. Alors, si vous permettez, je vais vous illustrer ça vite fait avec des exemples MATLAB. Donc, je vais partager mon écran avec quelque chose d'autre. Tiens, je prends celui-là. Donc ça, c'est des simulations. Je vais vite détailler ce que vous avez devant vous, je ne veux pas perdre trop de temps. Vous avez deux signaux, c'est les deux signaux un petit peu avec lesquels j'ai pu partir, avec deux ondes lentes. Et ici, les deux ondes lentes sont sur deux canaux imaginaires, EEG1 et EEG2, et il n'y a pas de délai. Le délai est nul. Il y a du 1 sur f par-dessus, on le voit d'ailleurs dans les deux spectres qui sont à côté, pas de problème. Ça, c'est les transformés de Fourier, autrement dit, c'est les spectres que je pourrais montrer
bien voir qu'il y a une ondulante dans l'un et dans l'autre, mais il y a aussi autre chose, bien sûr, il y a du bruit en A sur F, ça ne nous intéresse pas. Donc, allez tout de suite à la dernière colonne. La dernière colonne, la première ligne, vous avez horizontalement les fréquences et en abscisse, en ordonnée, pardon, la cohérence F en F et la PLV en rouge. Donc ça, c'est vraiment les premières métriques qu'on a vues. La cohérence, c'est le couplage spectral. Et je m'aperçois qu'il y a un couplage spectral autour de 1 Hz, qui est assez fort, 0,8. Ce n'est pas étonnant, j'ai mis vraiment deux ondes lentes dans mon signal, donc sûrement qu'il y a un couplage qui existe. Et la PLV qui regarde seulement la partie synchrone de ce couplage, eh bien aussi voit quelque chose autour de 1 Hz. Maintenant, si je suis inquiet de ce qui est zéro lag et que je vais chercher la cohérence imaginaire ou la PLV imaginaire, je vous rappelle que ça, c'est pour tuer tout ce qui est zéro lag. Or, justement, dans la simulation que vous avez ici, j'ai zéro délai. Donc, normalement, et c'est ce qui se passe, j'ai tué à la fois la cohérence et la PLV en prenant la partie imaginaire. Et ce que vous avez en bas, c'est la PLI et la WPLI, mais rappelez-vous que la PLI et la WPLI héritent de la PLV imaginaire, simplement d'avoir pondéré et normalisé. Donc là aussi, j'ai plus rien qui reste, tout simplement parce que ce qui était tangible entre les deux canaux, c'était avec du zéro lag, autrement dit instantané, et la PLV imaginaire et la cohérence imaginaire ont retiré cette contribution. S'il y a une question? Il y a une question. Oui. Je ne sais pas si Karine, tu veux la poser directement? Parce qu'en fait, je me demandais, on voit que la cohérence et la PLV ont pratiquement le même profil dans les exemples que tu as montrés. Mais est-ce que c'est parce que justement, les ondes d'onde qui ont été utilisées avaient tous la même amplitude? C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence comme apportée par la cohérence? Absolument. C'est exactement ça, la raison. Tout à fait. Et si... Ouais, je pense que j'aurai le temps de vous montrer un cas où on n'a pas forcément les mêmes amplitudes. Tout à fait. Alors, je ne sais pas ce que je partage avec vous en ce moment. J'essaie de partager autre chose, mais je ne sais pas si j'ai réussi. Ah non, je n'ai pas réussi. Alors, ce que je veux partager, c'est probablement celui-là. Vous voyez quelque chose? Ça a marché. Je ne sais pas ce que vous voyez en ce moment. Moi, peut-être. On voit, là maintenant, on voit tout le monde. Mais il y a un moment où moi, je voyais toutes les caméras fermées, que mon Zoom était sur le point de planter. Je ne sais pas ce que tu fais. Attends, je pense que ça prend du temps à charger. Ça dit I started to screen, to share the screen. Peut-être parce que c'est long. 0. Bon, rien. On voit seulement la mosaïque des auditeurs. C'est sympa. Bon, comme c'est en plus enregistré, on ne va pas faire trop perdre de temps, mais je vous enverrai si ça ne vient pas. J'ai l'impression que c'est la connexion, la connectivité qui n'est pas très forte. C'est un problème de connectivité. C'est un problème de connectivité, absolument. Et pas imaginaire, celle-là. Très bien, bah, écoutez, je vais reprendre mes diapos parce qu'on ne s'en sortira pas. J'espère que ça va marcher avec les diapositives, par contre. C'est beau. C'est beau? Bon. OK. Une application récente, enfin quelque chose qui est sorti très récemment, que je trouvais intéressant. Je ne vais pas passer à travers, bien sûr, les détails de ce papier. Je vous laisse le soin d'aller le regarder si vous êtes intéressé par la connectivité. Mais comme il parlait justement de WPLI, il y en a beaucoup plus.
c'est donc d'utiliser cette métrique de connectivité pour voir si ça peut aider à déterminer, faire tout simplement du scoring de sommeil, d'aller chercher la partition sur les états de sommeil en EEG. Alors, ça, c'est simplement pour montrer qu'effectivement, ces gens-là ont utilisé la PLI, la WPLI. Ils ont utilisé, et je vais faire simplement une petite parenthèse de quelques secondes, une autre métrique dont je ne parlerai pas, qui s'appelle le Weighted Symbolic Mutual Information, qui est une métrique non linéaire, la WSMI, qui est de plus en plus populaire. Elle n'est pas facile à mettre en place, mais elle est surtout gourmande en données, parce que c'est vraiment du codage. C'est la théorie de l'information, c'est du codage des deux séries temporelles. C'est ce qu'on appelle l'entropie croisée entre les deux canaux. C'est un peu plus subtil que tout ce que je vous ai raconté. Ça peut donner des résultats intéressants, mais néanmoins, dans leur travail, c'est la PLI et surtout la WPLI, et c'est exactement le résultat avec lesquels on a terminé il y a quelques diapositives, c'est ça qu'ils ont mis en place. Maintenant, leur résultat le plus intéressant, c'est celui-là. C'était de se poser la question de savoir, à partir de la puissance spectrale, à partir de la WPLI, à partir de la WSMI, qui est une autre métrique dont je ne vous ai pas parlé, à partir de la combinaison puissance spectrale et connectivité avec les deux métriques, ou finalement, avec la combinaison puissance spectrale et les deux métriques de connectivité, est-ce qu'on est capable d'améliorer la discrimination, la classification entre l'éveil, N2, N3 et le REM? Donc, faire du scoring. Donc là, ils ont en particulier trois résultats qui sont ici. Le trio gagnant est le dernier, là où vous avez à la fois la puissance spectrale et la connectivité qui rentrent dans le critère d'une discrimination linéaire, une analyse discriminante. Donc c'est ça qui leur permet de faire la classification. La ligne en pointillé que moi j'ai rajoutée, c'est le 80%, qui est bien sûr un bon score de classification. Alors, le premier résultat où on discrimine entre les 4 états de vigilance, eh bien, vous avez effectivement le trio gagnant qui semble pas mal remporter la mise. Autrement dit, ce qu'on comprend ici, c'est que la connectivité dit quelque chose de la classification des états de vigilance pendant le sommeil. Ça, c'est intéressant. Probablement qu'un reviewer a dû leur demander qu'est-ce qui se passe si vous faites la classification entre éveil REM et le non-REM. Donc, ils sont allés aussi chercher un résultat sur la discrimination entre ces deux classes. Ce qui est intéressant, c'est que le 80% est ici, et bien sûr, les scores sont bien plus élevés parce que l'enjeu est un petit peu moins compliqué. Ils ont deux ensembles à discriminer. Là aussi, le trio est gagnant, mais vous remarquerez qu'il est en compétition avec la puissance spectrale aidée de la connectivité, l'une ou l'autre des deux métriques. C'est intéressant, mais il y a toujours l'intérêt d'avoir une métrique de connectivité pour augmenter la performance de la discrimination. Puis finalement, wake et REM, ça aussi c'est intéressant de voir, la ligne de 80% est ici, que le trio est encore gagnant, mais il est en compétition sérieuse avec aussi les deux autres classifications. Ce qu'on apprend de tout ça, c'est que la connectivité, c'est quelque chose des stades de sommeil. C'est ça qui est intéressant. Jean-Marc, il y a une question qui est très en lien avec tout ça. Est-ce qu'ils parlent du N1? Puis, est-ce que tu sais pourquoi ils ne l'ont pas mis? Ça aurait été intéressant de voir si sont capables de discriminer entre Wake puis N1. Ouais, c'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'ils aient mis... Non, ils n'ont pas mis le N1. À mon avis, ça aurait été un peu plus difficile d'aller chercher le N1. On le sait d'ailleurs de l'IRM fonctionnel. On a bien vu qu'en IRM fonctionnel, la connectivité persiste. Le mode par défaut persiste en N1 au début du sommeil. Après on sait aussi que ces modes de connectivité, encore une fois en IRM fonctionnel, commencent à se disloquer. Il y a un petit peu plus de difficulté à retrouver le mode par défaut, mais cela dit, il se reconstruit en REM, pas complètement, mais une reconstruction, une intégrité du mode par défaut qui revient un tout petit peu en REM. Et c'est clair que l'histoire est beaucoup plus compliquée. À discriminer comme ça le N1 du wake, à mon avis, c'était probablement plus difficile. Tu l'as peut-être dit, peut-être que j'étais concentrée à comprendre les graphiques, puis je ne l'ai pas écouté. Mais c'était sur combien d'électrodes ils mettaient dans leurs analyses pour arriver à faire ça? Une très bonne question. Je ne sais plus. Je dirais une bêtise, j'ai un chiffre. J'irai voir l'article, je ferai mes devoirs.
Je dirais une question, je m'en souviens plus. Je l'ai su. Ils en ont mis un certain nombre. Un autre exemple. Là, c'était la connectivité à l'échelle macro, on va dire, d'accord, sur le scalp. Je vais vite faire une excursion sur un travail qui a été fait il y a déjà pas mal de temps, en 2015, sur la synchronisation micro, vraiment à l'échelle temporelle de quelque chose de beaucoup plus précis dans le sommeil, qui sont les fuseaux de sommeil. Ça va peut-être répondre partiellement à un des premiers commentaires de Roger tout à l'heure. Donc, ce que vous avez ici, c'est un fuseau de sommeil sur CZ, je ne l'ai pas marqué, sur CZ, et on distingue deux parties. À l'œil, c'est peut-être pas clair sur le signal temporel, c'est beaucoup plus clair sur la représentation temps-fréquence qui est juste à droite. On voit bien que pour ce fuseau, et ça se reproduit dans pas mal de fuseaux, il y a toujours une partie haute fréquence, entre guillemets, rapide du début, et une partie un peu plus lente à la fin du fuseau. Je ne dis pas que tous les fuseaux suivent ce cas de figure, mais beaucoup de fuseaux suivent ce cas de figure. Donc, on a distingué ce qui était au début, early et fast, rapide au début, et de ce qui était à la fin et lent dans le fuseau. On a localisé, ça rejoint un petit peu le commentaire de Roger Godbout, on a fait la localisation de source de ces deux périodes de temps, début et fin. Je vais passer très vite sur cette diapositive parce que ça, c'est la localisation de source qu'on pouvait faire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus les réseaux de connectivité sur le cortex dans des deux conditions. La condition du fuseau au début, c'est ce que vous avez à gauche, et la condition du fuseau à droite, la condition de fin de fuseau qui est à droite. Bien sûr, on a à notre disposition tous les fuseaux, c'est sur une cohorte de jeunes qui a été fait. La localisation de source a été faite avec la MEG, mais le marquage des fuseaux a été fait sur l'EEG qui était acquis d'une façon simultanée. Et là, ce que vous voyez, c'est cette première tentative, c'est pour ça que je l'ai mise ici, de faire de la connectivité dynamique. On veut regarder comment les réseaux de connectivité, et on est à l'échelle des sources ici, vous avez bien sûr en haut les régions frontales dans les deux hémisphères droite et gauche, région pariétale, mésiale, temporale et occipitale. Le réseau de connectivité au début du fuseau qui est plutôt intra-hémisphérique, avec seulement un pont significatif entre les deux régions frontales. Et ensuite, 120 millisecondes à peu près suivant le début du fuseau, c'est environ 120 millisecondes, la fin du fuseau, où là vous avez une connectivité beaucoup plus riche interhémisphérique et qui est dans la partie la plus lente du fuseau. Autrement dit, une des conclusions, c'est qu'en ralentissant, le fuseau recrute un réseau de connectivité plus étendu et interhémisphérique. Puis ça, c'était un résultat solide avec une analyse statistique qui était quand même assez forte. Mais est-ce que c'est encore le fuseau à la fin? Ben, oui, ça fait partie. Oups. Oui. Oui, la structure est ici. Tu as 0 ici, tu as 1 seconde, tu as 700 millisecondes. Non, mais c'est sur l'image analogique, là, sur le fuseau en carré de rouge. Non, la même image que tu montrais. Pardon. Ici? Oui, ça. Bon, le panneau de gauche, ouais. Oui, j'étais un petit peu plus généreux, mais le fuseau s'arrête probablement un petit peu intérieur ici. Juste Ouais, ok, là, je suis plus d'accord. Tout à fait. Okay. Jean-Marc, pour cette étude-là, comment vous avez fait pour choisir votre métrique de connectivité que vous avez utilisée? Ici, on a utilisé la PLV imaginaire parce que c'était simplement de la synchronisation qui nous intéressait. Quelles étaient les régions qui étaient synchrones les unes avec les autres? Effectivement, j'aurais dû l'écrire, mais c'était la PLV qui était utilisée, la PLV imaginaire. C'est écrit Phase Looking Value. Ouais. Quelque part. Bon. Donc, pour résumer, mais ce n'est pas la fin. Pour résumer, prenez deux régions, deux dérivations, deux séquences, x de t, y de t. Ce qu'on a fait, c'était d'abord de regarder le couplage linéaire. Ça, c'est la métrique conventionnelle, celle qui permet de faire de l'IRM fonctionnel, de la connectivité en IRM fonctionnel. Ensuite, parce que l'EEG nous le permet, ça c'est vraiment important, on est allé chercher la contribution spectrale de ce couplage linéaire. Donc, encore une fois, l'électrophysiologie nous permet d'aller plus loin dans la description de ce couplage en allant cibler des fréquences. Ici, je vous ai écrit une fréquence, mais en fait, je pourrais moyenner sur une bande spectrale, encore une fois.
Donc, une fréquence. Ensuite, on va avoir une mesure statistique de cette contribution spectrale. Donc, j'ai n époques. C'est ça qui nous donne la cohérence. On l'a normalisé, je vous rappelle, pour s'affranchir de ce qui pourrait se produire sur un canal en ayant multiplié par un facteur particulier. C'est pour ça qu'il y a cette normalisation. Ça nous a donné la cohérence. Ensuite, il y a eu ce souci de cette cohérence qui pouvait provenir du zéro lag, donc qui pouvait être simultané, mais qui n'a rien à voir avec des régions qui se synchronisent, deux régions qui se synchronisent pour de vrai. Donc ça donne la cohérence imaginaire. Ensuite, on a abandonné le couplage spectral pour ne garder que la synchronisation de ces modes spectraux. C'est ça qui nous a donné la PLV. Et bien sûr, encore une fois, si on s'inquiète de cette synchronisation induite qui n'a rien à voir avec l'activité cérébrale, eh bien, c'est la WPLI, finalement, qui est la métrique de prédilection qui est utilisée dans les travaux en général. Ok, il me reste quelques minutes. Et je ne peux pas trop dépasser non plus, c'est le problème. Mais, puis vous non plus d'ailleurs, j'imagine. Alors, je voulais parler de la synchronisation résolue en temps. Je voulais simplement expliquer ce que c'est. Je ne pourrais pas l'illustrer avec vous, mais je vais mettre les bases, d'accord? Quelques minutes, 5 minutes pour parler des bases. La question est vraiment de savoir si je peux savoir, et ça a été un tout petit peu abordé finalement avec les fuseaux. On parlait du début et de la fin du fuseau. Donc, quelque part, on veut savoir si cette synchronisation, comment elle se passe en fonction du temps. D'avoir l'aspect dynamique de la synchronisation. Donc, peut-on définir une synchronisation instantanée? J'aurais pu permuter en fait mes deux questions ici, parce que je sais très bien que si je veux parler d'une synchronisation instantanée, autrement dit le temps est explicite, alors il me faut absolument définir une phase instantanée. Parce que je sais que cette synchronisation ne repose que sur une notion de phase. Donc la phase de Fourier n'aide pas, parce que la phase de Fourier, le temps n'existe plus, ça caractérise une fréquence, c'est partout pareil au cours du temps. Donc il faut aller chercher autre chose dans la littérature, et c'est là où la fameuse transformée de Hilbert, que vous allez rencontrer dans beaucoup de travaux, c'est là où Hilbert va intervenir. Hilbert vous dit deux choses. Il vous dit d'abord qu'il est capable d'extraire une phase instantanée, mais il ne le fera pas à n'importe quel prix. Il dit, donnez-moi un signal qui est aussi dans une bande étroite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire une oscillation presque pure, mais pas forcément une fréquence donnée, dans une bande spectrale. Autrement dit, donnez-moi le signal filtré dans la bande delta. Alors, tous ceux qui ont pu faire ça savent très bien ce qu'ils vont voir. Ils vont voir un signal qui oscille avec une fréquence qui tourne autour de 2 Hz. Très régulièrement, ça va accélérer, ça va ralentir, mais ça reste une oscillation assez pure. Et par-dessus l'oscillation, je vais avoir une amplitude. C'est l'enveloppe qui enferme cette oscillation. Et Hilbert nous dit exactement comment calculer ces deux quantités, à la fois la phase et l'amplitude qui enferme cette oscillation qui oscille avec la phase déterminée par le θ de x. Une autre façon d'écrire, Hilbert vous permet d'exprimer le signal filtré dans une bande spectrale comme étant le produit d'une amplitude, c'est le grand X de petit x, je n'ai pas été très inventif ici sur les notations, fois le cosinus d'une phase. Et vous voyez que cette phase dépend du temps. Alors, soyons clairs, les fréquences semblent avoir disparu, mais elles n'ont pas disparu parce que rappelez-vous que le signal qui me permet de faire ça, c'est un signal filtré dans une bande spectrale. Donc, quelque part, j'ai un contenu spectral implicite dans le signal que je suis en train de vous décrire ici. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Ici, c'est en fait un fuseau qui a été filtré dans le sigma, parce que c'est la bande spectrale d'un fuseau. Donc, le signal bleu que vous voyez, c'est vraiment x de t cosinus θ de t. Il y a une phase. Cette phase, elle tourne autour de 16 Hz. Elle oscille autour de 16 Hz. Ce n'est pas toujours 16 Hz. D'ailleurs, ça ralentit à la fin du fuseau. On le voit presque à l'œil, d'ailleurs, qu'ici, c'est un peu plus bas que 16 Hz. Le x de t, l'amplitude, c'est le signal qui est en noir ici. Alors, il y a deux choses qui nous intéressent ici. Il y a l'amplitude et la phase de θ. Maintenant, si vous me donnez deux signaux, deux canaux, j'ai à ma disposition deux phases, θx et θy, qui dépendent toutes les deux du temps.
Et une façon de quantifier la stabilité de ce déphasage entre les deux canaux, s'il y a déphasage, c'est de regarder l'écart de phase et de maintenant de regarder la stabilité à travers tous les trials. Alors, remarquez bien que le temps, c'est un paramètre ici. Je me fixe à un temps donné et je regarde à travers tous les trials si ce déphasage reste constant ou du moins presque constant. Et une façon de le faire, c'est de revenir à la définition de la PLV, tout simplement, de faire la moyenne du déphasage à l'intérieur de l'exponentielle, parce que je sais que c'est ça la métrique de ce déphasage, de cette stabilité. Donc, ici, la PLV, c'est la moyenne à travers les trials, toujours, mais vous voyez que le temps intervient. La seule chose qui a différencié, c'est le choix de la phase ici. Ça, c'est une phase qui est issue de Hilbert et qui s'intéresse à une bande spectrale. Donc, quelque part, on prend un tout petit peu le problème, la question de Nadia à l'envers, qui me disait tout à l'heure, mais comment tu vas t'intéresser à une bande spectrale? Je lui disais, bah, tu vas moyenner ta quantité sur la bande spectrale. Ici, c'est le chemin inverse. On filtre d'abord, on s'intéresse à une bande spectrale d'intérêt. Et ensuite, à l'intérieur de cette bande spectrale, on peut effectivement calculer une phase qui dépend du temps. C'est ça la grande chose de Hilbert. Le zéro lag, exactement la même histoire. Plutôt que de s'intéresser à l'exponentielle, on va remplacer par un sinus et on va pondérer. Donc ici, c'est exactement la PLI et la WPLI, mais qui joue avec le temps. Ici, c'est dynamique. Donc je vais vite terminer quelques minutes avec un exemple, parce que je pense que c'est l'exemple le plus éloquent qu'on a pu faire récemment avec la thèse de Maud Bouchard. Donc c'est un papier qui est en gestation, ou plus que la gestation d'ailleurs, il est un peu en orbite. Donc je vous montre ce qui peut être fait. Donc c'est exactement avec la définition de cette PLV imaginaire, donc la WPLI de T en fonction du temps. Et là, ce qu'on a regardé, ce que Maud a regardé, c'était de voir comment la connectivité changeait au cours du temps entre l'hyperpolarisation d'une onde lente et la dépolarisation de l'onde lente. Donc c'est vraiment un parcours dynamique. Je veux savoir comment le patron de connectivité change au cours du temps à travers cette transition entre l'hyperpolarisation et la dépolarisation. Et c'est exactement avec la métrique que je vous ai présentée juste avant. Et il s'est avéré qu'on avait deux types d'ondes lentes. On avait des ondes lentes pour lesquelles cette transition entre l'hyperpolarisation et la dépolarisation était plus longue que 400 millisecondes. Et on avait des ondes lentes où cette transition était plus faible que 400 millisecondes. Et on peut vraiment séparer nos deux ondes lentes dans ces deux classes. Vous avez deux cohortes, la cohorte des jeunes et la cohorte des personnes plus âgées. Et ce que vous avez horizontalement ici, c'est le patron, le réseau de connectivité significativement fort, à travers chacun de ces instants entre l'hyperpolarisation et la dépolarisation. En fait, la dépolarisation, c'est le point E qui est ici, et là, c'est juste après la dépolarisation. Et premier constat, c'est que vous avez un patron beaucoup plus riche en connectivité pour les ondes lentes qui se permettent une transition plus longue entre les deux, la phase up et la phase down. Vous avez un patron de connectivité qui est moins dense pour les ondes lentes, un peu plus rapide dans cette transition. Finalement, avec l'âge, eh bien, on perd cette dynamique de connectivité. Ça, c'était les ondes lentes sans fuseau. Ça me permet comme ça de faire un petit peu le retour sur ce qui a été dit avant. Ça, c'était les ondes lentes sans fuseau. Maintenant, que se passe-t-il, et non pas que se passe-t-il, parce que ce n'est pas vraiment l'heure, que se passe-t-il pour les ondes lentes avec fuseau? Eh bien, voici le patron de connectivité. Connectivité qui existe, qui perdure pour les ondes lentes, qui ont une transition lente, mais qui est moins riche. Probablement parce qu'il doit, et ça c'est une hypothèse, il pourrait y avoir une compétition entre la connectivité des ondes lentes impliquées par les ondes lentes et la connectivité qu'on a vue tout à l'heure impliquée par les fuseaux eux-mêmes. Donc il faut quand même qu'il y a des connectivités qui doivent coexister. Et ça, c'est bien sûr un des domaines les plus intéressants pour lesquels on n'a pas vraiment une histoire complète, mais qui est la cohabitation de ces réseaux de connectivité. Puis on voit aussi qu'en vieillissant, bien, la connectivité n'est plus du tout en rendez-vous pour les ondes lentes. De façon dynamique, je vous rappelle qu'on est en train de regarder la connectivité dynamique à l'échelle de cette transition sur les ondes lentes, qui est quand même une échelle de temps extrêmement courte. Midi, simplement en conclusion, 30 secondes. Qu'est-ce qui a été vu et qu'est-ce qui a été oublié? Parce que je pense que c'est aussi important de savoir ce qu'on a vu, puis
ce que j'ai caché sous le tapis. Alors, ce qu'on a vu, c'est le couplage linéaire et sa formulation spectrale. Et encore une fois, c'est important de dire que cette formulation spectrale, elle est probablement nécessaire en EEG parce que justement, on peut s'adresser à des bandes spectrales spécifiques pour aller chercher les contributions de ce couplage linéaire pour telle ou telle bande spectrale. Et c'est là où la physiologie, l'électrophysiologie, à mon avis, bien sûr, va rentrer. La métrique de synchronisation spectrale, la PLV, donc s'intéresser seulement à la synchronisation et non pas le couplage de la cohérence. Et encore une fois, ces deux métriques donnent deux histoires différentes. L'une n'est pas meilleure que l'autre, l'aspect synchrone et l'aspect couplage. Le problème du zéro lag, très important parce qu'effectivement, on peut avoir le souci de retirer de la synchronisation ou du couplage qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a sous-jacent dans le cerveau. Finalement, très rapidement, la connectivité dynamique, autrement dit, comment faire intervenir maintenant le temps dans cette connectivité, ça c'est un des sujets les plus importants. Ce qu'on a oublié, les métriques de couplage non linéaires, généralement issues de la théorie de l'information, et c'est plus exigeant effectivement en termes de données qui sont nécessaires. Rappelez-vous, je vous ai parlé du nombre d'époques, hein. C'est important d'avoir un nombre d'époques suffisant pour pouvoir finalement avoir un résultat tangible. La significativité statistique des graphes, j'en ai pas parlé, j'ai seuillé, vous avez vu des graphes qui ne recrutaient pas toutes les électrodes, toutes les paires, donc effectivement, je n'ai pas parlé de l'approche non paramétrique, parce que c'est elle qui est privilégiée, avec du rééchantillonnage pour seuiller les graphes. Probablement que Catherine va en parler dans son cours. Enfin, je n'essaye pas de pelleter dans son cours des choses que là, elle se dit, oh là là, non, je n'avais pas envie de parler de ça, mais si vous deviez faire de la connectivité, c'est clair qu'il y a ce souci. Les comparaisons multiples, faire très attention parce qu'effectivement, on a ici quelque chose qui est quadratique avec le nombre d'électrodes, le nombre de sites. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'important à gérer au niveau des comparaisons multiples. Finalement, ce dont je n'ai pas parlé, c'est la connectivité orientée. Ça, je sais que Catherine va en parler, c'est-à-dire de mettre sur les graphes une direction, une région qui en drive une autre. Et ça, évidemment, c'est un point extrêmement important pour avoir finalement une perspective beaucoup plus dynamique entre les régions et savoir quelles sont les régions qui sont plus importantes que les autres, ou du moins celles qui sont impliquées d'une façon privilégiée dans les graphes de connectivité. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un survol. Désolé, je n'ai pas pu vous montrer les diapositives de ma table, mais je vais les mettre en ligne ou je m'arrangerai pour qu'elles puissent être à rentrer dans cet exposé et que vous puissiez en profiter. Merci de votre attention. Oui, merci beaucoup, Jean-Marc. C'est une présentation qui est très riche en informations. Elle va être sur YouTube. Les gens vont pouvoir aller la revisionner. Je pense que ça va être bien utile. Merci pour ta grande contribution à l'école d'été. On sait que l'expertise au CEAM en analyse de signal repose sur une grande partie, en tout cas sur toi. Là. Donc, ça a transparu aussi dans ce cours-là. Puis, c'est vraiment, on est bien chanceux de t'avoir. S'il y a des questions, on va pouvoir répondre. La semaine prochaine, je le dis tout de suite avant que les gens nous quittent, c'est Catherine qui va présenter, qui va arriver avec des exemples concrets de comment elle utilise la connectivité en lien avec les états de conscience. Donc, elle s'intéresse entre autres au coma puis à l'anesthésie. Donc, ça va être complémentaire à la présentation de Jean-Marc. Donc, s'il y a des questions, on les prend. Puis pour ceux qui n'en ont pas ou qui doivent nous quitter, ben, c'est à la semaine prochaine. J'ai peut-être une petite question, parce que Jean-Marc, tu parlais qu'il existe la PLI, puis que généralement, si on veut prendre la PLI sans la conductivité, on va prendre la WPLI, mais en fait, il existe la PLI imaginaire. Pourquoi la... OK. Est-ce que c'est pas la même chose, la WPLI? Ça va vérifier qu'est-ce qu'il y a. La WPLI permet simplement d'augmenter la dynamique, d'avoir vraiment un range sur la valeur qui va être beaucoup plus intéressante pour pouvoir la seuiller plus tard. Donc, c'est surtout au niveau statistique qu'elle va être beaucoup plus intéressante. Okay. Et c'est vrai que la PLV imaginaire va faire tout à fait la job. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'a pas d'autres. Je vous libère, puis on se voit la semaine prochaine. Merci à tous en tout cas. Merci Nadia aussi pour cette école. Oui, merci Jean-Marc.
Merci à tout le monde. Merci tout le monde. Jean-Marc. Au revoir tout le monde. Salut Pierre Olivier.